Bonjour, bonjour tout le monde. Wow, ça monte rapidement. Donc, attendez-moi un instant, je vais activer la boîte à discussion. Je vais regarder aussi, est-ce que... Ah oui, j'avais envoyé. Allô? Salut Eric! Salut Isabelle! Comment ça va? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, j'avais hâte. On commence à avoir du beau temps, hein? Ça sent le printemps, c'est fun. Ah, je le sais, c'est tellement le fun. Moi, je suis allée skier en Europe la semaine passée. Écoute, j'ai tellement aimé ça, là. Ouais, mais j'ai vu les photos, oui, mais quand tu es revenu, parce que ça fait pas longtemps, non? Dimanche Ah, OK. soir. Ah, wow, ça devait être écœurant. Je t'ai vu Hey, en hélicoptère pour aller skier, c'est génial. hey, c'était débile. Dropper dans le top de la montagne. Ah, écoute, on a capoté. Hein? On a capoté, c'était génial. Hey, Lynn, ah mon Dieu, on a déjà du monde, c'est belle fun. Il y a déjà 45 personnes en ligne. Wow! Salut tout le monde! Salut, Oui, salut! bonsoir tout le monde. Comme à l'habitude, j'ai ouvert la salle un petit peu avant pour nous permettre de vous accueillir puis de vous permettre aussi de nous écrire de où vous venez pour qu'on constate qu'on a des gens de partout au Québec, puis souvent même dans dehors du Québec, souvent au Nouveau-Brunswick, Ontario, et puis Ah, même j'adore des ça. gens en vacances dans le sud habituellement. Puis même, il y a toujours une personne de Genève aussi qui est avec nous. Ah, hey, Genève. Là, qui est de Genève? Parce que moi, j'habitais à Genève, hein. J'ai Ouais, habité à Genève, puis j'ai tripé à Genève. J'ai fait ma maîtrise là-bas, en fait, en épidémiologie. Puis Ah, j'ai travaillé à Lausanne, à Genève, à Londres. J'ai tripé sur Genève. Ah, Bécomo, c'est super. ouais, Sherbrooke, Québec, bonsoir tout le monde. Gatineau, Blainville, Saint-Jean-de-Matha, Lévis, Montréal, Laval, il y en a beaucoup. Oui. Et en passant, Isabelle, pour ne pas oublier de te le dire, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui organise un gros congrès en santé Oui, intégrative en oui. janvier 2024. Ah, si tu m'amènes à Paris, c'est correct, c'est où? Non, ça va être ici au Québec. Ah, c'est correct aussi. J'aime Et bien ça. ils veulent t'avoir comme conférencière, en fait. Je vais être là, je vais donner une conférence dans cet événement-là. Oui. Puis ils savaient qu'on était ensemble ce soir, ce qu'ils m'ont dit, ben, tu lui diras en passant, puis fait que demain, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. OK, OK, super. Ah, tiens, on a une personne du Nouveau-Brunswick. Deux. Ah, Nouveau-Brunswick, j'adore. Hein? Mes produits sont au Nouveau-Brunswick d'ailleurs. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Simply for Life. Il y en a plein au Nouveau-Brunswick. Mes produits sont là-bas. Là, je pense que Lynn va nous faire. Hey, si tu me permets de partager l'écran, je veux juste faire un petit test. Un coucou, ouais, Lynn, elle nous a écrit tout à l'heure, en fait, disant qu'elle pourrait être avec nous au début. Elle voulait faire un petit coucou à tout le monde, justement. Elle aurait pu Oui, dire un beau bonjour. Hey, c'est hot. elle va le faire, c'est trop hot. Il faut que tu me permettes de partager l'écran. Ah, t'as peu, oui, attends un petit peu. Hey, là, Voilà. j'ai l'air d'avoir un gros bouton, là, ceux qui sont là. Mais c'est parce que je me suis fait enlever une masse précancéreuse sur la joue. Fait que hier, c'est 4 couches au laser puis une biopsie. Fait que c'était soit un gros bouton ou un tape, un band-aid en face. Qu'est-ce qui est moins pire? Fait que j'ai enlevé mon tape, puis là, je vous montre ma plaie, là. C'est hier, fait que c'est encore super rouge, puis je ne peux pas maquiller du tout la zone. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu rouge. Ah, ça paraît quasiment pas en passant. Hein. T'as un ton rosé là, qui doit être. Pas Ouais, t'es un mal petit peu proche, on rosé, le mais voit, oui. oui, oui, c'est ça. Mais regarde, il faut gratter là, des mélanomes, il y en a tellement. Fait qu'on gratte pour prévenir. Voilà. OK, qui est là, là? On a 85 personnes, c'est super. Je prends vos chats. Euh, Sorel, Couche, Val-d'Or, Drummondville, La Salle, Victoriaville. Ah, une autre du Nouveau-Brunswick. Karine, Val-d'Or. Hey, c'est vraiment le fun. Montréal, Saint-Georges-de-Beauce. On a-tu des hommes? On doit avoir juste des femmes ce soir. À part moi, oui, probablement. Oui! Ah, Lynn est disponible pour faire un petit coucou. Ta mettre live si tu es capable. En fait, tu es capable je me le demande, il aurait fallu que je lui envoie un lien Ah,
Attends, comment on peut faire? Oui, je ne sais Je dois pas, être là. encore capable d'envoyer. Ah non. Non. Euh, Saint-Colomban, oh, c'est bien le fun de vous voir. Mont-Laurier. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là, qui sont dans mon programme Ménopause avec Chantal Lacroix. Ah oui? Ben oui, tu sais, ben, le programme que toi, tu arrives, Ah là, oui, tu oui, c'est ça. clôt. Écoute, c'est un énorme succès, puis c'est toi qui clôt la saison. Ah oui, hey, c'est génial. Ben oui, on va faire un live ensemble. Moi, je vois Lynn qui m'écrit de l'autre côté. Attends un petit peu, moi, je vais regarder Oui, comment. oui. Chantal Moi, de si je peux lui envoyer un Sherbrooke. lien de... Ben justement, Lynn, je fais un petit coucou, puis je pars à Magog après parce qu'elle a une clinique à Magog. Ouais, attends un petit peu, j'essaye. Il faut que je trouve une façon. J'avais vu son message tantôt, je ne comprenais pas. Exact. Elle va nous faire un petit coucou. On a déjà Et 110 son personnes. adresse, Texte-là que tu y envoies un lien. ouais, je fais ça un petit peu. C'est ça, c'est Bon. ça. Puis pendant ce temps-là, je vais aller vous saluer tout le monde. Offord. Hey, Offord, justement, Lynn des Hôtels a une clinique. Et moi, j'ai un petit condo à Magog. J'adore ça. C'est vraiment une belle région. Caroline du Sud, wow! Hey, c'est vraiment génial. Ah, Marie-Michel! Ben, Marie-Michel, que je connais bien, qui nous écrit régulièrement dans les réseaux sociaux. En fait, on devrait avoir, on devrait dépasser de 400 personnes ce soir. Oui, mais là, il y en a juste 130. Fait qu'il faut quadrupler. Ah, ben, il y en a dans le programme, c'est parfait. Il reste deux, bon, Les il femmes qui était sont là, 58. bon, les femmes qui sont dans le programme, vous avez vu une partie de cette conférence-là pas au complet, mais c'est pas grave, hein, parce que ça permet de revoir des infos puis de poser vos questions. Parfait. Mais bref, dans le programme, là, on a vraiment un énorme succès, puis beaucoup de beaux commentaires des gens. Il y en a plein, Eric, qui sont venus me voir à mon bureau, puis ils m'ont dit: Ah, mon Dieu, merci, tu me fais tellement du bien, Isabelle, avec ce programme-là. Donc, s'il y a des femmes à l'écoute, merci Ah oui? énormément de vos Ah, commentaires. ben, Écoute, génial. c'est fou. J'en ai plein qui viennent me voir à mon bureau. Toutes les semaines, j'ai une dizaine de femmes qui viennent puis ils viennent juste me remercier d'avoir mis en place un programme qui offre des solutions concrètes. Oh, hello, la belle Là, Écoute, ça a bien été. Ça a bien été. Lynn qui est sur son départ. Et regardez, je veux vous. Hey, Lynn, quel succès avec notre livre, hein? Oui! On est, en passant, Eric, on est en 3e réimpression. Donc, oh, félicitations, c'est le fun. oui, vraiment, hein, Lynn, on a travaillé fort pour ce livre-là. Puis quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, ben, je voulais absolument que Lynn embarque avec moi. Et finalement, on a travaillé très fort pendant plus d'1 an. Puis on a un résultat avec des commentaires incroyables, là, je dirais presque dithyrambiques sur le contenu, mais surtout sur à quel point on aide réellement les femmes avec ce livre-là. Hein? Absolument. Absolument. Je ne sais pas si on m'entend, mais Oui, on t'entend beaucoup bien. de travail, mais ça se voulait un outil accessible, des trucs, de combiner nos approches, belle complicité. Puis je pense qu'on va aider un paquet de personnes, de femmes à mieux se comprendre en termes d'hormones. C'est clair, Lynn, le livre et le programme, parce que je disais à quel point j'ai des visites toutes les semaines au bureau comme « Oh mon Dieu, tu as sauvé ma vie, Isabelle, avec le programme dont tu fais partie, dont Eric fait partie. » Puis je peux même vous dire qu'il va y avoir une cohorte 2 qui va débuter en septembre parce qu'on a trop de demandes. On a une liste d'attente de 1000 femmes pour la cohorte 2. Donc, il va y avoir une phase 2. Ah, wow, bonne nouvelle, c'est le fun. Mm-hmm. Félicitations. On a pour ça, celle qui est en train de vous brancher, vous avez vu, on a Docteur des Hôtels qui est avec nous, qui est venu nous faire un petit coucou. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Je vais assister un petit peu au début. Je verrai là parce que je dois quitter en Ben oui. soirée, mais Ben de toute oui. façon,
on avait fait un petit live qui va ressembler probablement un petit peu à ce que tu vas dire ce soir. Oui, exactement. Mon contenu ce soir est basé sur le livre, donc Lynn le connaît par cœur. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait un peu ensemble et les autres projets qui s'en viennent sans doute aussi pour nous. Nouveau-Brunswick, plein de monde, Saint-Gabriel, Gatineau. Moi, je viens de Hull en passant. Et puis, tu as même du monde de Offord, Magog, là, qui vont aller te visiter à ta clinique, Lynn. Oui, on a Marie-Michel qui dit « Bonsoir, Lynn, merci pour tout. » Oui. Marie-Michel, oui, qui est très active. J'ai adoré te voir en héliski. C'est bien gentil. Tu es championne. Et bravo, ce livre est extraordinaire. Mon Dieu, que c'est fin, c'est Marie-Michel. Wow! Ben oui, j'ai dépassé ma zone de confort. Je suis allée faire de l'héliski. Moi, j'ai une peur des avalanches comme ça se peut pas, puis les exercices avec l'émetteur, puis là, la pelle, puis la sonde, puis tu as 15 minutes, tu as comme un airbag, et puis quand l'avalanche arrive, il faut que tu nages pour que tu restes en surface de l'avalanche, puis là, tu as 15 minutes de survie. Mais là, en 15 minutes, quand tu es enseveli, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Est-ce que c'est la panique totale, en tout cas pour moi, là? Et fait que j'étais assez craintive parce que le risque d'avalanche est quand même entre 2 et 3 sur 5. On va dire, OK, c'est pas 5 sur 5, mais quand même. On a dépassé les 250 personnes, ça monte encore rapidement. Normalement, on commence à 19h02, là, il est 19h03, on peut peut-être attendre. Véro, bonjour Lynn, bonjour Docteur des Hôtels. Peut-être qu'en commençant, Docteur des Hôtels pourrait parler en 1 minute peut-être de l'avantage de l'hormonothérapie bio-identique. Oui, bien, si tu veux, en fait, avant de commencer, j'aimerais, en fait, on a encore du monde qui sont en train de se brancher, juste se dire un petit mot, puis un code rabais, parce qu'au montage, on va le couper, en fait. Oui. Parce que j'ai une surprise pour les gens qui sont en ligne, en fait, pour toutes celles qui avaient peut-être des problèmes de stress actuellement. On va permettre un rabais sur Vitali Stress Anxiété, les nouvelles bouteilles de 60. En fait, les bouteilles de 60 de Stress Anxiété, ça fait un petit bout de temps qu'on les avait, mais on a Ménopause maintenant en 60 aussi, qui est disponible. Fait que, si vous voulez, je vais juste partager mon écran 1 minute pour montrer le code rabais, puis après, je vais faire un petit mot d'introduction avant qu'on puisse laisser Aline quelques instants pour parler. Ça vous va? Oui. Attendez-moi un instant. Regarde Éric derrière moi, là, à 1 minute. Je suis toujours à l'envers. J'ai mes ménopauses ici, mon lit entouré de Vitali ménopause. Donc, attendez-moi un instant. Là, je ne suis pas sur la bonne page. Ici. Ah oui, c'est vrai, je voulais glisser, garder rapidement. Donc, vous me voyez mon écran, c'est bon? Oui. Pour tous ceux et celles qui sont en train de vous brancher, écoutez, c'est juste un petit mot d'introduction pour vous dire que j'ai une petite surprise pour vous, justement, ce soir. On a décidé de faire un rabais spécial pour ceux et celles qui sont avec nous, qui va être valide jusqu'à samedi minuit. Donc, il est actif déjà actuellement, donc je vais vous le montrer à l'instant. Donc, ici, c'était juste pour vous souligner que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-nous à info.vitali.ca. C'est moi qui réponds, en fait, à tous les courriels de la clientèle en passant. Et on a une nouvelle page Facebook qui est Conférence Vitali pour vous aider à vous y retrouver plus facilement parce qu'on s'est rendu compte que les conférences dans les pages actuelles, c'est difficile pour les gens des fois d'y avoir accès ou d'y retrouver. Conférence Vitali, c'est juste les conférences. Et en même temps, on va prendre les commentaires des gens. Ça fait que ça fait pas très longtemps qu'elle est ouverte. En fait, les gens sont en train de s'inscrire. Ça monte rapidement. Ça fait que allez-y tout simplement à Conférence Vitali. En fait, vous inscrire à la page pour pouvoir suivre tout simplement les annonces des conférences. Ça va être plus facile. Comme j'ai mentionné tantôt, on a Vitali Ménopause maintenant en format de 60, ce que vous voyez derrière Isabelle sur l'armoire à côté de son livre. Donc, on a maintenant le format de 60 aussi qui est disponible en ligne avec le format de 30. Donc, ça permet une économie de 5 là, versus l'achat de 2 bouteilles. Et le code rabais ce soir, en fait, spécifiquement exclusif pour vous ce soir, sur la bouteille de Stress Anxiété 60, c'est Stress Forme 60, donc en un seul mot, avec le F majuscule. Donc, le S majuscule, le F majuscule et 60. Prenez-les en note. Je vais le remontrer complètement à la fin aussi.
en fait, pour les gens qui vont s'ajouter entre-temps. Et c'est valide jusqu'à samedi minuit. Il n'y a pas de limite d'achat. Donc, vous pouvez en profiter pour acheter plusieurs bouteilles si vous utilisez, en fait, stress, anxiété. C'est le temps, tout simplement, de vous remplir vos stocks. Donc, sur ça, Oui. je vous retiens pas plus longtemps. Je vais donner la parole. Donc, je vais faire un petit mot d'introduction, puis on va donner la parole à la docteur des hôtels qui est avec nous. On vient de dépasser les 300 personnes. Hey, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, un minimum de 300. Ouais. Ah, ça va, écoute, ça va monter encore beaucoup, je sais, parce que il y a beaucoup, beaucoup de jeunes inscrits. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence Vitoli de ce soir, à laquelle on accueille, en fait, Isabelle Huot pour nous parler de l'alimentation et de la ménopause. Donc, le titre, c'est Mieux vivre sa ménopause grâce à l'alimentation. Et on a une petite surprise pour vous parce qu'on a Docteur des hôtels, donc la co-auteure du livre avec Isabelle, qui est avec nous ce soir, qui va pouvoir donc tout de suite, dès le départ, vous dire un petit mot. Bienvenue, Docteur des hôtels. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de voir l'engouement pour notre livre et deux, par rapport à redécouvrir, si on veut, des façons d'être en meilleure santé hormonale, en équilibre hormonal. Ce livre-là, on le fait ensemble, Isabelle et moi. C'est Isabelle qui m'a demandé de l'écrire avec elle. Quelle belle aventure! Quelle belle complicité. Je trouve qu'on a bien fait les choses. On voulait passer un message, on voulait offrir un outil accessible, des trucs pratico-pratiques. Bref, je pense que ça a été réussi. Et de donner la possibilité, soit avec notre livre ou le programme SOS Ménopause, aux femmes d'avoir une possibilité de s'autogérer en matière hormonale. L'autre chose que je peux dire, c'est qu'il y a un programme qu'on est en train de bâtir avec ma collègue Véronique sur Ma santé, mes hormones, qui va compléter ou qui va être après SOS Ménopause, qui va aussi être accessible à tout le monde, mais aussi aux professionnels de la santé, où on va mieux comprendre, apprendre ce que les hormones ont comme rôle de régulation dans le corps. C'est très important pour la santé à long terme. Alors, sans plus tarder, je pense que je vais laisser la parole à Isabelle qui a des belles choses à vous raconter parce que l'alimentation dans les habitudes de vie, c'est une des choses qui peut nous aider à atténuer les variations hormonales puis à être en meilleur équilibre hormonal. À toi la parole, ma belle Isabelle. Oh, merci Lynn, mais ta plateforme, si tu veux donner le site pour que les gens rejoignent la plateforme et s'abonnent à ta plateforme, quel est le site? Alors, pour l'instant, on a une page, un one-pager qui s'appelle masantémeshormones.com. Alors, vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, l'inscription vous mène à la conférence qu'on va faire avec Vitoli le 6 avril prochain. On va être aussi live avec Jean-Yves Dionne le 30 mars. En teaser, un petit apéro de ce que va être la conférence du 6 avril. Alors, joignez-nous pour la plateforme, joignez-nous pour la future conférence que je vais tenir avec Véronique. Puis, je te souhaite une belle soirée, ma belle Isabelle. Merci. Je suis sûre que ça va être un succès, comme d'habitude. Oh, merci beaucoup. Puis, on se voit au Salon du Livre de Québec. Merci Il y a plein beaucoup, de gens Lynn. de Québec. Venez nous voir au Salon du Livre de Québec. On est là mi-avril, Lynn et moi, samedi et dimanche. Puis nous, rencontrer les lecteurs. Écoute, c'est génial. On est toujours en Zoom. Donc, rencontrer les lecteurs d'Éducasser des livres, on adore ça. Bon, ben magnifique. Merci Fantastique. beaucoup, Lynn. Bonne fin de soirée. Oui, c'est ça. Lynn est en sourdine. Je vais juste partager mon écran ici. Attendez, Et puis, Éric, toi, tu restes aussi comme ça. Tu vas prendre les questions à la fin. Hein? On prend les questions à la fin. Oui, tout à fait. Puis je vais t'aider justement avec les questions. Ça fait que j'invite tout le monde, en passant, ceux et celles qui avaient des questions, à les prendre en note dans la boîte à questions-réponses. C'est plus facile à gérer que dans la boîte à discussion. Donc, vous avez deux endroits pour écrire. Allez vers la boîte à questions-réponses. C'est marqué dans le bas de votre écran. Q et R, questions-réponses. C'est la bonne place pour prendre en note vos questions. Parfait. Donc, d'emblée, pourquoi j'ai voulu faire ce livre-là?
c'est beaucoup sur mon histoire personnelle, Éric. Moi, je me suis fait enlever un ovaire dans la vingtaine, les 3/4 d'un deuxième ovaire dans la trentaine. Donc, j'ai tout de suite eu un débalancement hormonal, syndrome des ovaires polykystiques, un prédiabète. Donc, j'ai vraiment vécu des problèmes hormonaux qui m'ont amené à penser faire un livre pour aider les femmes. Et j'ai proposé ce livre-là. J'avais à peu près 35 ans à mon éditeur. Puis il me disait, maintenant, Isabelle, 35 ans, tu ne seras pas crédible, un livre sur la ménopause. La ménopause, c'est Louise Lambert-Lagacé, que j'adore d'ailleurs, qui est une pionnière en nutrition. Et j'ai attendu presque 15 ans pour resoumettre le livre puis dire, maintenant, j'ai 50 ans. Est-ce que je peux le faire, ce livre-là? Et puis donc, je l'ai proposé à 50 ans. Il est sorti à 52 ans parce que faire un livre, tu le sais, Éric, tu en as fait, tu vas en faire d'autres, ça prend facilement un an et demi. Et le voilà, ce livre-là, qui, on vient de l'apprendre, va même être lancé en France. Donc, c'est un livre qui va connaître probablement un succès à l'international. Et je suis vraiment fière d'avoir travaillé avec Lynn, parce que Lynn, c'est une experte incroyable. Ses connaissances, sa rigueur scientifique. Ce livre-là, c'est vraiment un must. Je voyais les commentaires des gens. Il est vraiment dans toutes les librairies. On est encore au palmarès Archambault, Renaud-Bré. Et Costco, qui l'avait refusé au début, a fini par l'accepter. Donc, maintenant, on est vraiment dans tous les Costco. Là, j'ai vu quelques commentaires. Est-ce qu'on le trouve chez Costco? Oui. Puis évidemment, à prix très abordable si vous avez un Costco près de chez vous. Et on aborde évidemment les premiers chapitres. Là, c'est une mine d'informations de Lynn des Hôtels sur l'impact du débalancement hormonal sur la santé, parce que les hormones, c'est des grands régulateurs de la santé, comme le dit si bien Lynn. Ce soir, au menu, je vais m'attarder à la partie alimentation, bien sûr. Fait que ce qu'on couvre en 1 heure, peut-être 1h15, peut-être, parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu. L'alimentation et les troubles vasomoteurs, donc tout ce qui est sueur nocturne, bouffée de chaleur essentiellement. Le gain pondéral, parce qu'en 30 ans de clinique privée, la plupart des cas que j'ai vus qui arrivaient autour de la ménopause, c'était oui, les bouffées de chaleur, mais c'était essentiellement, j'ai gagné du poids au niveau abdominal, qu'est-ce que je peux faire? Et la littérature a tellement évolué depuis 30 ans, depuis que j'ai fait mon bac. Ce qu'on enseigne aujourd'hui en perte de poids, c'est pas ce qu'on enseignait. Je pense qu'Éric, tu es d'accord, il y a une trentaine d'années. L'évolution de la littérature, c'est fou, là. Oh oui, totalement. Honnêtement, ça a fait un bond phénoménal. Un bon phénoménal comme plein de choses. Hein. C'est pour ça que c'est important de se garder à jour. L'alimentation, prévention des maladies cardiovasculaires, parce qu'on parle de bon phénoménal, il y a vraiment une augmentation importante des risques cardiovasculaires avec la chute hormonale. C'est important. Souvent, les femmes se sentent peu concernées par les maladies cardiovasculaires. On parle beaucoup de cancer du sein, mais il faut savoir qu'après la ménopause, il y a plus de femmes qui vont décéder de maladies cardiaques que de cancer du sein. Donc, il faut s'y attarder. Puis l'alimentation est à la base des stratégies pour prévenir les maladies cardiovasculaires, puis les cancers aussi. Ostéoporose, vieillissement cutané, perte de cheveux, parce que je me suis rendu compte dans mon programme Ménopause que parmi les préoccupations principales des femmes qui revenaient dans toutes les questions, c'était « je perds mes cheveux, je perds mes cheveux ». Qu'est-ce que je fais? Il y a 50% des femmes à la ménopause qui ont noté un amincissement des cheveux ou une perte de cheveux. Donc, j'en parle vers la fin de la conférence. Lynn, je te cite, qui est à l'écoute, la ménopause n'est pas une maladie, c'est vraiment une transition hormonale. Il nous reste 40% de notre vie après la ménopause, donc c'est important d'améliorer ses habitudes de vie pour avoir une transition qui est harmonieuse, puis améliorer sa qualité de vie. Ça, c'est vraiment important. Les différentes phases de la ménopause, c'est un tableau qu'on a dans le livre. Hein. La préménopause, c'est souvent là que les symptômes sont les plus incommodants. Puis ça peut durer jusqu'à 10 ans, la préménopause. La ménopause, officiellement, à 51 ans en Amérique du Nord, ça dépend, l'âge va varier selon les pays. C'est vraiment 12 mois sans menstruation, mais les symptômes commencent bien avant. C'est pas rare qu'on va voir des femmes de 38, 40, 42 ans qui ont déjà des symptômes,
puis qui ne comprennent pas que c'est relié à un débalancement hormonal. On va voir la liste des symptômes. Vous allez voir, il y en a tellement de symptômes. Puis quand on comprend que c'est relié à un débalancement hormonal, on se dit, bon, il y a peut-être des modifications dans l'alimentation. Il y a peut-être une thérapie hormonale de substitution qui pourrait alléger certains des symptômes. Puis la post-ménopause, où là, parfois, bien, il y a quand même 9 des femmes de 70 ans qui ont encore des bouffées de chaleur. Fait que normalement, les bouffées de chaleur vont cesser au bout de 5 ans, 10 ans pour certaines, mais il y a quand même des femmes qui vont rester avec des bouffées de chaleur, donc presque 10 des 70 ans et plus, c'est quand même beaucoup. Ménopause selon l'âge. Donc, il y a une ménopause qu'on dit précoce, quand ça arrive avant l'âge de 40 ans. Hâtive entre 40 et 45 ans, puis, bon, la ménopause tardive après 55 ans. Moi, j'ai eu une ménopause hâtive parce qu'il me restait un petit bout d'ovaire qui continuait à produire. Même j'avais juste l'équivalent d'un dissous en termes d'ovaire, mais c'est étonnant, le corps est étonnant. Quand ma chirurgienne m'a opérée, elle dit, je vais te laisser un petit bout d'ovaire parce que j'étais début trentaine. Au cas où, puis continue à produire des estrogènes, puis un petit peu de progestérone, bien, effectivement, ça m'a permis de retarder ma ménopause parce que plus on a la ménopause précoce, plus on est à risque des conséquences du manque hormonal sur la santé. Puis les conséquences métaboliques sont vraiment nombreuses. Puis Lynn va pouvoir vous en parler plus dans la conférence qu'elle donnera. Bon, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer évidemment l'hérédité, à quel âge arrive la ménopause, dont le tabagisme, les habitudes de vie également. Les symptômes physiologiques maintenant, bien évidemment, qu'on dit quels sont les symptômes qui sont reliés au débalancement hormonal, bouffée de chaleur, sueur nocturne, c'est pas mal ça qui touche la plupart des femmes. Il y a 85 des femmes qui ont des symptômes incommodants qui sont reliés à la ménopause. Quand on regarde les Asiatiques, bouffée de chaleur, 20 des femmes. Fait qu'on se rend compte déjà, on dit, OK, pourquoi les Asiatiques ont tellement moins de symptômes de bouffée de chaleur? Bien, on va aller chercher dans l'alimentation, puis c'est là qu'on découvre les bénéfices, entre autres, des isoflavones de soya. Sudation, maux de tête, migraine. Regardez la liste, je ne vais pas les nommer au complet, mais il y en a énormément. Problèmes de concentration aussi. Il y a des symptômes qui sont psychologiques, plus anxiété, difficulté à dormir. Éric parlait de son supplément stress-anxiété. Beaucoup de femmes vont se réveiller en milieu de la nuit vers 3 heures du matin avec des sueurs nocturnes, ne sont pas capables de se rendormir. Là, la tête commence à partir, le petit hamster dans la tête. Et je me souviens, Éric, tu m'avais conseillé ton supplément parce que moi, ça m'arrivait très souvent. Stress-anxiété dans le milieu de la nuit, ça peut aider et favoriser l'endormissement parce que c'est très difficile pour la femme en ménopause de ne pas dormir, puis tu as le gain de poids abdominal, tu veux faire du sport, mais tu n'as pas dormi, tu es super fatigué. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Puis la femme doit continuer à performer souvent 50 ans, là, on est en plein cœur. En tout cas, moi, je suis en plein cœur de ma carrière. Je ne suis pas sur le bord de ma retraite, donc j'ai besoin d'énergie. Et les symptômes, entre autres d'insomnie, peuvent vraiment nuire à l'énergie qu'on a durant la journée. Une grande émotivité aussi, davantage d'anxiété et je dirais davantage aussi les femmes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas provoqué par la ménopause, mais les symptômes peuvent empirer durant la ménopause parce que notamment, il y a plus d'anxiété. Et quand il y a plus d'anxiété, on sait qu'il y a vraiment un lien, le gut-brain axis, le lien entre le microbiote et le cerveau. Il y a vraiment un lien entre l'anxiété et le syndrome de l'intestin irritable. Les symptômes cognitifs, je pense que c'est récent qu'on relie ça aux hormones, mais les troubles de mémorisation, syndrome de déficit d'attention, mais vraiment plus de difficulté à mémoriser des événements, des noms, par exemple, à court terme. Puis souvent, les femmes s'inquiètent. Tu es un spécialiste de l'Alzheimer, Éric. Les femmes disent « Ah, mon Dieu, j'oublie. » Est-ce que, puis même moi, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que c'est un signe d'Alzheimer précoce? On est toutes super inquiètes par rapport à ça, alors que dans les faits, bien, c'est vraiment un débalancement hormonal, progestérone, entre autres, qui peut induire ce type de symptômes-là.
Isabelle, si tu veux que j'ajoute un petit élément Oui, intéressant, vas-y. il y a une étude qui vient juste de paraître, là. Quand je dis Oui. juste de paraître, c'était la semaine dernière, Hum, qui montrait, qui semblerait en fait que l'augmentation des risques d'Alzheimer chez la femme, parce que la femme a plus de risques que l'homme. La raison pour laquelle la oui. femme aurait plus de risques, c'est justement le débalancement hormonal, mais c'est l'impact sur le métabolisme qui causerait justement l'augmentation parce que le métabolisme, en fait, du glucose va changer complètement chez la femme avec la baisse hormonale, Oui. avec la baisse de production, en fait, OK. des hormones. Et c'est le changement au niveau de la gestion du métabolisme qui induirait, en fait, l'augmentation des risques d'Alzheimer de façon plus importante chez la femme que chez l'homme. Oh, et Lynn a quelque chose à ajouter, hein, docteur des hôtels? Hein? Oui, ah, attendez, vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Oui, et aussi le fait que les estrogènes, en tout cas, il a été démontré que les estrogènes étaient importantes au niveau de la santé cognitive, Éric. Mais c'est un paquet de facteurs. Trop, c'est comme pas assez. Le débalancement pourrait expliquer l'un comme l'autre, le manque comme le surplus. La neuroinflammation qui est impliquée dans le processus du déclin cognitif, entre autres, maladie d'Alzheimer aussi. Petit Hum, commentaire. Très intéressant, d'où l'importance d'avoir de saines habitudes de vie parce que l'Alzheimer, on dit même un diabète de type 3, hein, c'est vraiment relié à un défaut de la glycémie ou une résistance à l'insuline, notamment, Eric. Hein? ouais, c'est comme si le cerveau n'était plus capable de laisser entrer de glucose, effectivement. Ça fait que c'est pas juste les cellules au niveau du cerveau, c'est tout le cerveau au complet qui a de la difficulté à laisser rentrer de glucose. Hum. Très intéressant. Donc, ben voilà, toujours à l'affût des dernières études. C'est ça qui est le fun en nutrition ou dans la science en santé en général, de toujours surveiller la littérature récente. Donc, comment on soulage maintenant les symptômes que j'ai évoqués? L'alimentation, les saines habitudes de vie, parce qu'on va parler d'activité physique, d'un sommeil adéquat, de gestion du stress, tout ça, ça en fait partie. Et évidemment, l'hormonothérapie qui peut faire une différence majeure, puis on ne se le cache pas, pour les bouffées de chaleur, l'hormonothérapie est beaucoup plus efficace que l'alimentation, bien que l'alimentation a un rôle à jouer. Puis il y a la supplémentation qui a un rôle à jouer également, mais rien ne vaut l'hormonothérapie de substitution. Et c'est vraiment pour ça, moi d'ailleurs, que je suis allée vers l'hormonothérapie bioidentique, parce qu'à un moment donné, les bouffées de chaleur, quand tu en as 15 par jour, tu as beau bien manger, tu as besoin d'une aide supplémentaire. Là. Lynn? Ah, ben, certainement. OK, parce que je pensais. Moi, je suis fervente. Je n'ai pas besoin d'essayer de vous convaincre ou de me convaincre. Je suis vendue aux hormones bioidentiques, mais bien équilibrées, bien balancées, Isabelle. Oui, parce que je pense que ça diminue les bouffées de chaleur jusqu'à 90 Oui. Il me semble que j'ai vu. Bon, donc quand même très efficace. On a dit qu'une ménopause plus tôt pouvait affecter la santé. Puis là, on a commencé à étudier dans des études épidémiologiques, entre autres, les femmes qui avaient des ménopauses précoces. Comment elles mangent, ces femmes-là? Bien, des femmes qui vont manger davantage de glucides, mais davantage de glucides raffinés. Donc, du riz blanc, du pain blanc, des pâtes blanches. Donc, beaucoup de glucides typiques nord-américains là, comme alimentation. Les femmes qui avaient un apport élevé en vitamine D, on sait que la vitamine D est très protectrice, pas juste pour les os, pour le système immunitaire, pour la prévention du cancer du côlon. Bien, ça retarde l'arrivée de la ménopause. Donc, ça, c'est bien parce qu'on est naturellement plus protégé par les hormones en circulation. Plus d'antioxydants, beaucoup de fruits et légumes, ménopause plus tardive également. Puis, davantage de protéines végétales, davantage de poissons aussi. Fait que quand moi, je regarde ça, on se rapproche du bassin méditerranéen en termes d'alimentation qui est recommandé. Premier symptôme, trouble vasomoteur, bien, ça peut être des palpitations, ça peut être des bouffées de chaleur sur un nocturne, c'est souvent les plus fréquentes. 80 des femmes en souffrent. Donc, c'est vraiment très fréquent et ça peut amener des étourdissements également.
Combien par jour? Bien, c'est entre 4 et 5 bouffées de chaleur par jour, mais il y a des femmes que c'est 20 par jour. Fait que 20 par jour, c'est vraiment incommodant. Surtout si tu es dans un groupe au travail, tu donnes une conférence et là, tout d'un coup, tu as une bouffée de chaleur, il faut que tu enlèves ton veston. C'est très incommodant, c'est gênant pour les femmes de presque vouloir se déshabiller pendant une conférence parce qu'on a trop chaud, la nuque mouillée. Ça dure entre 1 et 5 minutes en moyenne, les bouffées de chaleur. Ça dure 5 ans en moyenne. Il y a des femmes, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Il y a des femmes de 70 ans, comme je disais, 9 qui ont encore des bouffées de chaleur. Il y a des femmes de 60 ans. De mémoire, c'est autour de 15 en statistique qui ont encore des bouffées de chaleur également. Les fumeuses en ont davantage. Les femmes avec un surplus de poids important en ont davantage également. Des symptômes qui sont plus intenses et une fréquence qui est plus élevée. Qu'est-ce qui favorise maintenant les bouffées de chaleur? L'alcool, absolument. Faites le test, vous buvez un petit peu plus un soir, 2 verres de vin. Bon, la dose, on va parler de l'alcool tantôt parce qu'il y a des nouvelles recommandations sur la consommation d'alcool, notamment en lien avec le cancer du sein. Mais plus d'alcool va vraiment précipiter les sueurs nocturnes, les mets épicés, les boissons chaudes, mais surtout les boissons caféinées, des vêtements trop serrés, le tabagisme, tout ça, ça va précipiter les bouffées de chaleur. Et ce qui va l'atténuer dans l'alimentation, une saine alimentation, bien sûr, mais surtout les phytoestrogènes, qui sont des composantes qu'on trouve dans les végétaux qui ont une faible action estrogénique, donc une action qui ressemble, de par la structure chimique moléculaire, ça va ressembler à l'estrogène, l'estradiol, en circulation naturellement. Donc, ça va imiter un peu le rôle de l'estradiol, mais de faible concentration, là, 100 fois plus faible que l'estradiol. Ceci dit, les phytoestrogènes, on les trouve dans 300 plantes. Il y a 3 types de phytoestrogènes qu'on trouve le plus abondamment. Les isoflavones, ou quand on pense ça, on pense essentiellement soya, c'est vraiment les plus répandus. Les lignanes, qu'on va retrouver essentiellement dans la graine de lin, et le coumestan, qu'on va retrouver notamment aussi dans la graine de lin, mais aussi luzerne, les légumineuses, les pois chiches vont contenir du coumestan. Là, il y a des sous-familles, si on veut. Au niveau des isoflavones, génicine, daïdine, c'est vraiment les plus documentés. Pour les bouffées de chaleur, on a beaucoup étudié la génicine, mais ça prend une dose active pour avoir réellement un impact. Donc, dans les études, entre 15 et 30 mg par jour vont avoir un impact. Quand on traduit ça en alimentation, on est très loin d'une tasse de boisson de soya par jour, là. Si je vous dis qu'une tasse de boisson de soya par jour, c'est 6 mg d'isoflavone et ça en prend entre 20 et 80 pour avoir un impact sur les bouffées de chaleur. Fait que c'est pour ça, j'ai eu beaucoup de questions récemment sur une chronique de Dr. Béliveau sur le lait de soya, boisson de soya en fait, parce que le mot lait est protégé pour le lait d'origine animale. Et puis, bon, c'est sûr que c'est plus transformé que le lait. Si on regarde la liste d'ingrédients de la boisson de soya, il y a souvent de l'huile ajoutée, il y a du sucre de canne, il y a des vitamines, etc. Pour imiter un petit peu le profil nutritionnel du lait, c'est enrichi en calcium, en vitamine D, pour aller chercher à peu près un 300 mg de calcium, puis un apport en vitamine D qui est similaire au lait aussi. Mais la concentration en isoflavone de soya, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les fèves de soya et d'amande. Donc, génicine, daïdine aussi qu'on va trouver essentiellement dans le soya, mais il y a aussi le trèfle rouge qui apporte des isoflavones. C'est quand même une source qui est quand même concentrée qu'on va trouver essentiellement en supplément. Un petit peu dans les légumineuses, un petit peu dans les autres aliments, mais dans des doses qui sont beaucoup plus faibles que le soya. C'est pour ça que le soya, on le met vraiment de l'avant. La source la plus concentrée, c'est le natto. Le natto, c'est un soya fermenté que j'ai pu manger au Japon, que je n'ai pas vraiment aimé. Mais connais-tu ça, Éric, le natto?
Non, non, j'ai jamais eu l'occasion d'en manger. C'est ça que je trouve drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais là, tu dis que tu en as mangé au Japon, justement. Oui, oui. C'est pas si courant que ça. Bien, j'en ai trouvé ici dans des épiceries asiatiques, mais c'est fermenté, mais très, très gluant puis très intense en goût. Donc, c'est pas si invitant. Si vous n'aimez pas le tempeh, qui est un soya fermenté doux comparé au natto, c'est sûr que vous n'aimerez pas le natto. Mais le natto, c'est ça. C'est une sauce qui est quand même très concentrée. Le tempeh aussi en soya fermenté, très intéressant pour la santé, avec beaucoup d'isoflavones, quand même très concentrés, plus que dans le tofu. Ensuite, les lignanes. Bien, les lignanes vont se transformer dans le microbiote par les bactéries intestinales en entérolactone notamment, qui a une action qui est vraiment bénéfique. Donc, de prendre de la graine de lin, on prend beaucoup de chia en ce moment, on dirait que ça a remplacé la graine de lin en termes de popularité, mais le lin reste plus intéressant pour la femme en ménopause ou un mélange qu'on trouve en épicerie de lin et de chia. Comme ça, on peut aller chercher le chia qui a un petit peu plus de calcium, un petit peu plus de magnésium, mais on va quand même chercher oméga 3 et des lignanes dans notre graine de lin qu'on n'aurait pas dans notre graine de chia. Et le coumestan, finalement, l'autre famille de phytoestrogènes qu'on va trouver dans la luzerne, dans les graines de sésame aussi. C'est intéressant, la graine de sésame, c'est vraiment les sources les plus concentrées. Donc, graines de lin, graines de sésame et luzerne. Ça, c'est la quantité qu'on a besoin selon les études. Entre 20 et 80 mg. Souvent, les études sont faites à 40 mg d'isoflavone par jour pour avoir un impact sur les bouffées de chaleur. Quel genre d'impact on peut avoir à travers l'alimentation? Souvent, on va étudier les isoflavones à 40 mg. Ça va diminuer les bouffées de chaleur de l'ordre, selon les études, entre 35 et 50 %, donc moins efficace que l'hormonothérapie, mais quand même un impact. Si on a, par exemple, 10 bouffées de chaleur par jour et qu'on passe à 5, ça améliore quand même la qualité de vie. Ici, j'ai justement les concentrations d'isoflavones. Comme on voit, le natto en contient beaucoup. Les fèves de soya bouillies, les fèves de soya séchées, le tempeh qui en contient pour une portion de 85 grammes, qui est une portion, somme toute, quand même très réaliste, en contient quand même plus que le tofu, la fève edamame, puis on voit que la boisson de soya, ce n'est que 6 mg finalement. Daïdine, je vous parlais des lignanes qui sont transformées en entérolactone par les bactéries intestinales. La daïdine est aussi transformée en équol, qui est la composante active. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui suivent un régime végétarien sont beaucoup plus transformateurs parce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont produire de l'équol, mais les femmes végétariennes sont beaucoup plus susceptibles de produire cette composante-là active, qui a une action estrogénique et anticancérigène. D'où l'importance de travailler son microbiote, parce qu'on a un microbiote qui est favorable avec une belle diversité microbienne, davantage de bons micro-organismes également, mais aussi une diversité. On va produire davantage d'équoles. Puis pour produire davantage d'équoles, pour avoir les bénéfices sur la santé, ça prend plus de fibres, plus de végétaux. Donc, une alimentation qu'on dit plant-based, essentiellement une alimentation qui est très végétale, très, très, très favorable pour la santé, notamment pour les femmes en ménopause ou en périménopause. Donc, les lignanes transformées, je l'ai parlé, en entérolactone. Et ce qu'on a vu dans les études, c'est que le tabac va diminuer la production d'entérolactone, donc les gens qui fument, et l'obésité en produisent moins aussi. Donc, les gens, surtout qui ont un IMC au-dessus de 30. Donc, graines de lin, graines de sésame, le coumestan, luzerne, graines de lin, j'en ai parlé également. Parlons de gain de poids maintenant, parce que à la ménopause, oui, il y a un gain de poids pour la plupart des femmes qui n'est pas si énorme, là, parce qu'on parle de gain de poids, on parle 5 à 11 livres en moyenne, mais c'est surtout la distribution du gras qui change. Donc, c'est surtout au niveau du ventre, la taille va prendre 4 cm en moyenne, qu'on sait que le tour de taille, quand le gras se loge
au niveau des cellules, au niveau de l'abdomen. C'est vraiment là que ça a des conséquences plus néfastes sur la santé métabolique notamment. C'est plus ça qui est préoccupant, c'est le gras léger autour du ventre. Et 4 cm de tour de taille, c'est quand même beaucoup. Là, qu'on sait qu'on devrait viser un objectif de 88 cm et moins pour la femme en termes de tour de taille. Mesurez votre tour de taille, vous allez voir, c'est quand même assez petit, 88 cm. Et si la femme en moyenne en gagne 4, ça peut vraiment impacter la santé métabolique, la gestion de la glycémie. Eric parlait d'Alzheimer tout à l'heure. C'est important de maintenir sa glycémie, son hémoglobine glyquée dans des niveaux qui sont acceptables. Beaucoup plus de syndrome métabolique également à la ménopause, à la préménopause. Donc, ça vient avec une augmentation des triglycérides, une chute des HDL, qui est le bon cholestérol, une hausse du LDL, une hausse de la glycémie. Donc, tout ça, ça a des conséquences qui sont néfastes. On parle de syndrome métabolique, 40 des femmes en ménopause, 21 en préménopause. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une perte de masse maigre. Hein? On perd des muscles. Déjà en vieillissant, on perd des muscles. Il y a une chute de la masse maigre, il y a une chute de la masse musculaire qui est inévitable. Ça s'accélère à la ménopause. Pourquoi? Parce qu'on a observé qu'il y a une diminution de la dépense énergétique qui est reliée à la ménopause. Oui, il y a une chute du métabolisme de base qui est reliée, entre autres, on a moins de muscles, donc notre métabolisme de base va chuter, mais c'est relié à un plus faible niveau d'activité physique. Parce qu'à la ménopause, il y a plus de fatigue. Et comme il y a plus de fatigue, naturellement, la femme va diminuer son activité physique. Donc, oui, les exercices cardiovasculaires et tout ça, mais même la dépense d'activité physique au quotidien, c'est-à-dire, au lieu de monter les escaliers, je suis fatiguée, je vais prendre l'ascenseur parce que je n'ai pas dormi. J'ai dormi 5 heures, je suis fatiguée, je vais prendre l'ascenseur. Au lieu de faire mon ménage, peut-être passer le ménage cette semaine, puis faire du ménage, on dépense quand même de l'énergie. Donc, beaucoup moins de dépenses énergétiques. Ça, c'est vraiment rapporté dans les études. Donc, on perd encore plus de muscles. Puis ça, c'est bien important de conserver sa masse musculaire, notamment pour l'ostéoporose, pour les chutes qui vont arriver un petit peu plus tard dans la vie, d'avoir vraiment une masse musculaire qui va aider au niveau des os. Fait le métabolisme chute de 100 à 200 calories par jour. C'est pas énorme, mais ça peut contribuer absolument au gain de poids. 100 à 200 calories, c'est quoi? C'est peut-être deux biscuits au chocolat, à peu près, l'équivalent. Donc, on n'a pas le choix d'ajuster l'alimentation. De toute façon, on encourage la diminution des sucres, sachant qu'il y a un impact sur le métabolisme des glucides qui est relié à la chute hormonale. Donc, c'est important de surveiller un petit peu plus les glucides, surtout rapides, et les sucres. Moins active, j'en ai parlé, puis bon, il y a souvent un diabète, il y a souvent une conjoncture d'hypothyroïdie, diabète, hypertension aussi qui va se manifester autour de la ménopause. Solution, c'est pas compliqué, alimentation, activité physique, c'est vraiment les méthodes les plus efficaces. Je dirais surtout l'alimentation parce que quand on regarde les études sur l'activité physique, c'est bénéfique sur le sommeil, c'est bénéfique quand même sur la masse maigre, mais sur les muscles. Mais du point de vue perte de poids, là, si vous allez au gym et vous ne changez pas le contenu de votre assiette, l'impact sera minime sur votre perte de poids. C'est vraiment 80 de l'alimentation en termes de perte de poids. Il faut bouger, c'est bon pour la dépression, c'est bon pour le moral, l'anxiété, tout ce qui touche des symptômes qui affectent les femmes en ménopause, mais c'est bien important de modifier également le contenu de son assiette. Les différentes approches, jeûne intermittent, je trouve ça intéressant étant donné que le métabolisme du glucose, que la glycémie est affectée chez la femme, notamment en ménopause. Il y a souvent une résistance à l'insuline qui va se manifester. Il y a plein de façons de pratiquer le jeûne intermittent. L'approche la plus populaire, du moins au Québec, c'est le 16-8. Il y en a qui font le one meal a day.
Moi, je n'irais pas jusque-là. Peut-être qu'Éric est plus fervent et spécialiste du jeûne intermittent. Je pense qu'il y a une conférence là-dessus qui s'en vient. La difficulté, c'est de rencontrer tous ses besoins nutritionnels avec un seul repas par jour. Comment aller chercher un 35 grammes à 50 grammes de fibres qui sont recommandés pour notre microbiote si on prend un seul repas par jour? Comment aller chercher notre sélénium, notre zinc, notre vitamine B6, qui est un cofacteur pour la sécrétion de sérotonine, neurotransmetteur du bien-être. Fait que moi, un repas par jour, non. Mais 2 repas, une collation l'après-midi, on arrive avec souvent l'aide de nutritionniste à rencontrer ses besoins nutritionnels. Ça peut être une bonne façon d'améliorer la santé métabolique. Encore là, ce n'est pas pour tout le monde, mais puis dans les études sur le poids, il y a une perte, mais modeste. Ce n'est pas un jeûne intermittent, vous n'allez pas perdre 10 livres par mois. C'est vraiment une perte modeste, une perte qui est similaire à un régime hypocalorique de 1500-1800 calories sur un an. Mais c'est plus facile à suivre pour certaines personnes dans le sens où on n'a pas à calculer les calories, on mange dans une fenêtre de temps limitée. Ce que j'aime du jeûne intermittent, c'est le fait d'arrêter de manger à 7 heures ou à 8 heures le soir parce que je trouve que vraiment, on grignote trop au Québec. On écoute ces émissions, puis on grignote, puis ça, manger comme ça le soir, des calories sans fin réelle, c'est sûr que ça peut juste affecter le sommeil puis la santé globale. Grosso modo, dans le jeûne intermittent, les gens vont manger 350 calories de moins dans leur journée. Donc, oui, on mange un peu plus au repas parce que, par exemple, on n'a pas de déjeuner, mais il y a quand même un déficit énergétique en bout de journée. Mais l'impact sur la santé va au-delà du déficit énergétique, notamment sur la gestion de la glycémie. Ensuite, de miser davantage sur les protéines, sur les fibres. Ça rassasie. Donc, d'avoir un régime qui est un peu plus protéiné, à peu près 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Très facile à rencontrer. Vous n'avez pas besoin de shake protéiné pour aller chercher 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Par contre, si vous êtes végétarien, vous assurez d'avoir minimum une tasse de légumineuses là, pour aller chercher un 15-18 grammes de protéines dans votre repas ou un 100 grammes, 125 grammes de tofu. Si vous mettez 50 grammes de tofu, vous n'irez pas chercher la part protéique nécessaire qui est autour de 20-25 grammes de protéines par repas. Ensuite, le régime méditerranéen, c'est mon coup de cœur, vous le savez, j'en parle tout le temps. Donc, c'est pas juste l'Italie, l'Espagne, c'est les 16 pays qui bordent la Méditerranée. Fait que c'est aussi Israël, c'est aussi le Maroc, la Tunisie. Puis qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays-là? Regardez, les poissons, les légumes, l'huile d'olive, les noix, les graines. Tu l'aimes-tu, ce régime-là, Éric? Moi, c'est mon préféré. Il faut rappeler cependant aussi que ce qu'il y a de consommation de pâtes alimentaires qui sont de préférence des pâtes de grains entiers, c'est toujours des accompagnements et non pas un mets principal. Oui, c'est un bon point parce que moi, j'ai habité en Sicile et j'ai habité à Marrakech aussi. Mais c'était souvent le primi piatti, les pâtes. Mais honnêtement, la portion, c'était une tasse max. Après ça, on avait le repas qui était légumes, poissons, par exemple. Donc, effectivement, puis en dessert, on prenait quoi? On allait dans le figuier, dans la cour, chercher nos figues fraîches. Fait que ça ressemblait à ça. Mais effectivement, les pâtes, c'était vraiment c'était pas l'assiette de 3 tasses de pâtes qu'on va trouver ici dans nos restaurants, là. D'être à l'écoute un petit peu plus de ces signes de faim, de satiété. Si on regarde les centenaires d'Okinawa ou les Japonais, ils mangent jamais trop non plus. Ils restent toujours un petit peu sur leur faim. Hein? C'est jamais de se sentir vraiment trop rempli. Ça, c'est pas bon. De toujours rester un petit peu... d'écouter mieux sa satiété. Je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas après 30 ans de clinique, mes clients avaient beaucoup de difficultés à reconnaître leur satiété, même leur faim. Fait que de faire l'exercice de reconnaître faim, satiété, c'est vraiment un bel exercice, puis de manger un petit peu plus en pleine conscience. L'activité physique, un must pour les os.
pour réduire l'inflammation globale aussi, pour réduire l'anxiété, le contact avec la nature. Il y a des études de Louis Bérard super intéressantes qui ont démontré que juste le contact avec la nature, juste d'être dehors, même si on n'est pas en marche rapide, là, juste de marcher, ça diminue le cortisol. Des activités ou des aliments qui baissent le cortisol, j'en connais pas, mais le contact avec la nature baisse le cortisol. Puis le cortisol, l'hormone du stress, quand c'est nécessaire, on a besoin pour notre journée, pour nos activités quotidiennes, mais quand on en a trop, puis quand c'est un stress chronique, c'est pas bon. Donc, de s'exposer, puis là, le printemps est là, donc s'exposer un petit peu plus à la nature, ça fait du bien. Maladies cardiovasculaires, c'est important qu'on en parle pour la femme en ménopause. Moi, j'ai perdu 2 collègues nutritionnistes dans la 50aine de crise cardiaque. On n'est pas suffisamment sensibilisé. On pense que c'est le cancer, mais les maladies cardiovasculaires, comme je vous dis, ça touche plus les femmes que le cancer. Les femmes vont rejoindre les hommes après la ménopause en termes de risque. C'est la 2e cause de mortalité. C'est important d'en parler. Puis à la ménopause, on voit souvent une hausse du LDL, cholestérol, le mauvais transporteur de cholestérol, une chute du HDL, donc le bon transporteur, une hausse des triglycérides. Et tout ça est vraiment relié avec l'arrivée de la ménopause. Donc, qu'est-ce qu'on mange pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Parce que 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues en adoptant de saines habitudes de vie. Saines habitudes de vie, on vient au régime méditerranéen, les bons gras, les avocats, les noix, les graines, l'huile d'olive, moins de mauvais gras, l'huile de palme, l'huile de palmiste, le saindoux, le shortening, moins d'aliments transformés, moins d'additifs. Donc, c'est une alimentation peu transformée avec énormément de végétaux, de légumineuses excellentes santé cardiovasculaire, avec plein de composants phytochimiques. Les légumes, dans les études, une belle étude qui a été publiée en 2020 mettant en analyse les consommateurs de 10 légumes. Ah, Isabelle, là, est-ce que tu m'entends? On a un problème de son, on ne t'entend pas bien. Non? Ah, mon Dieu, moi, j'entends super bien. Attends. Ah, OK. T'es revenu? Est-ce que je suis revenue? T'es revenu? OK, je comprends. Je pense que c'est mon micro qui avait un petit problème, je l'ai accroché. Est-ce que tout est beau? Ah, c'est bon. Écoute, on t'a perdu juste après, justement, les bons gras, juste avant que tu commences à parler, justement, de plus de légumes, là. Bon, bien, parfait. Ce que je disais, c'est qu'il y avait une méta-analyse qui a été publiée sur la consommation de fruits et légumes en lien avec la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. On a démontré que les gens qui consomment 10 fruits et légumes par jour, alors que quand on regarde l'alimentation au Québec, il y a 50% des Québécois qui ne consomment pas le 5 portions minimum. 10 portions, c'était vraiment l'impact le plus positif, diminution du risque de maladies cardiovasculaires et d'AVC de 23 et 28 respectivement. Donc, c'est quand même très significatif. Pour les cancers, la réduction maximale est atteinte à 7 portions. Donc, faites un effort. S'il y a un groupe que vous devez mettre de l'avant à compter de ce soir, c'est vraiment les fruits et les légumes. Puis la variété, c'est super important. Puis plus on a de couleurs dans son assiette, plus on a de composantes phytochimiques qui sont des pigments qui donnent la couleur aux fruits et aux légumes. Puis mettez aussi de l'amertume, comme l'amertume, c'est des pigments aussi. Donc, les aubergines, les aliments qui apportent un petit peu plus d'amertume, comme les endives, c'est vraiment très, très sain également pour la santé. Les grains entiers. Oui, dans les études populationnelles, diminution du risque de diabète de type 2 également, mais c'est important d'avoir un indice glycémique plus faible. 100% de vos produits céréaliers devraient être des grains entiers. Je comprends que si vous êtes 100% aux produits raffinés, de faire une progression vers une alimentation de plus en plus qui va tendre vers le 100% grains entiers, ça peut faire une bonne différence. C'est aussi des sources de magnésium. Le magnésium a un effet notamment sur l'endormissement,
sur la gestion du stress. C'est vraiment un minéral qui est important. Et puis, on a tendance à manquer de magnésium ici en Amérique du Nord. Limiter évidemment le sodium. Les aliments transformés contiennent tellement de sodium. Il y a 50 de nos calories en Amérique du Nord qui proviennent des aliments ultra transformés. Donc, cuisiner davantage, rechercher des aliments avec les faibles teneurs en sodium. Ça veut dire quoi? C'est une allégation qui est reconnue par Santé Canada pour avoir 140 mg de sodium et moins, ou des produits carrément sans sodium. Donc, c'est écrit sans sodium, sans sel. L'hypertension, c'est un facteur de risque, on le sait, comme l'hypercholestérolémie, des maladies cardiovasculaires, et ça touche 23 des femmes en ménopause. Fait que c'est le quart des femmes. Les fibres, très importants pour le microbiote, pour évidemment le transit intestinal, pour la prévention du cancer du côlon, mais surtout pour nourrir nos bifidobactéries et nos lactobacillus dans notre flore intestinale qui ont tellement des actions bénéfiques, anti-inflammatoires, pour produire des acides gras chaîne courte. C'est très, très important, les fibres dans notre alimentation. Donc, on en consomme, on n'a pas d'études récentes, là. Les dernières études disent qu'on en consomme 15 grammes par jour. Ça date de longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une enquête populationnelle avec un journal alimentaire très défini. Mais bref, manger plus de fibres, les sources, ben c'est pas compliqué, c'est les fruits, les légumes, les noix, les graines, les grains entiers. Moi, les noix, j'adore ça. Il y a plusieurs études en lien avec les amandes, les pistaches, les noix de Grenoble et la réduction du cholestérol sanguin, la réduction de l'oxydation du LDL, la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Les études populationnelles démontrent que les gens qui mangent des noix ou des graines, parce que graines de citrouille, graines de tournesol, c'est très, très bon aussi, réduisent leur risque de maladies cardiovasculaires de 25 %. Bon, fait que c'est des études populationnelles. On ne peut pas dire que c'est cause à effet, mais on a quand même des essais cliniques d'intervention où on a rajouté 30 grammes de noix par jour et qui a un impact significatif sur le cholestérol, sur la gestion de la glycémie. Fait que si vous aimez les noix, c'est parfait. N'oubliez pas que c'est quand même dense en calories. Donc, dans un contexte où on gagne du poids en ménopause, moi, je dirais pas plus qu'à peu près 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe par jour en collation, ou ajouter ça à nos salades, ajouter ça à notre gruyot le matin. Protéines végétales, le plus possible. Les fèves edamame, j'en ai parlé, c'est vraiment croquant. On les voit ici à droite. Le tempeh, moi, j'adore ça. Faites attention aux aliments transformés de soya. Il y a plein de produits véganes, végés maintenant sur le marché. Quand vous lisez les listes d'ingrédients, des fois, il y a des additifs, des listes d'ingrédients qui s'allongent. Oui, il y a un peu de soya, mais il y a du blé d'ajouter, il y a plein d'autres choses. Soyez vigilants. Quand je dis manger moins transformé, OK, manger végé, mais le choix végé n'est pas toujours un meilleur choix selon la liste d'ingrédients. Bon, l'alcool, on disait jadis 7 à 9 consommations alcoolisées pour la femme par semaine pour la santé du cœur. Récemment, il y a eu de nouvelles recommandations, pas tant en lien avec la santé cardiovasculaire. C'est le centre de dépendance je me souviens plus l'organisme, l'Institut, le centre de dépendance, les nouvelles recommandations sur l'alcool et les drogues, je pense. Bon, on dit que le niveau de consommation d'alcool qui est associé au plus faible risque, c'était moins de 2 par semaine. Donc, c'est quand même très, très, très sévère. Pour la femme, on parlait de 3 à 6 verres pour un risque modéré. Un verre, c'est 150 ml, 5 onces. Une bouteille de 750 ml, ça fait 5 verres. En fait, pour le cœur, le vin rouge a quand même des bénéfices. On sait qu'il y a du resveratrol, qui est un polyphénol qui est très puissant, qui a des vertus anti-âge aussi, des vertus anticancérigènes. Donc, le vin rouge, en mangeant, serait le plus bénéfique. Donc, au lieu de prendre un apéro, le fait de prendre un verre de vin en mangeant dans le contexte du régime méditerranéen, par exemple, ça peut être bénéfique. À ce moment-là, ça serait 1 verre par jour maximum pour les femmes. Au-delà de ça, il y a une augmentation du risque de
14 types de cancers. Je dis 14, mais c'est 7. 14, c'est les 14 types de cancers qui sont reliés au surpoids, à l'obésité. Dans le cas de l'alcool, il y a 7 qui ont un lien probant avec l'alcool, cancer de la bouche, pharynx, larynx, le foie, mais cancer du sein également. Donc, étant donné que la femme est plus à risque après 50 ans de cancer du sein, modérer la consommation d'alcool, ça fait partie des stratégies. Puis le vin rouge, surtout le cépage pinot noir, parce que le resveratrol est sécrété quand la vigne se défend des agressions extérieures, comme plusieurs polyphénols, des composantes qu'on trouve dans les végétaux qui ont vraiment une action bénéfique pour la santé. Et c'est produit par les plantes, puis il y en a un petit peu plus dans le bio, parce que quand la plante se défend des agressions extérieures, que ce soit les insectes, le vent, peu importe, bien, ça va générer plus de composantes bénéfiques, dont le resveratrol. Puis le pinot noir, peut-être parce que c'est un cépage qui est plus dans des climats un petit peu plus froids. Je pense à la Bourgogne. Ça peut faire en sorte que la vigne, elle lutte un petit peu plus parce qu'il fait un petit peu plus frais pour sa survie. Donc, les aliments ultra transformés, j'en ai parlé. Donc, le plus clean label possible, c'est super important. Réduire son tour de taille, il y a 57 des femmes qui sont en surpoids ou obèses. Le problème, c'est vraiment quand c'est au niveau du ventre, donc la forme gynoïde, où le gras s'accumule autour du ventre, autour des organes, et c'est souvent là où ça va affecter la santé métabolique. Perdre du poids localement, très difficile. J'en parle régulièrement avec mon ami José Lavigueur. Dire je vais perdre du poids juste dans le ventre. On ne peut pas, malheureusement, perdre du poids juste dans le ventre. Ce n'est pas en faisant des abdos que vous allez perdre nécessairement votre ventre. C'est avec un déficit énergétique ou une approche amaigrissante où vous allez perdre du gras un peu partout, dont dans le ventre. Parlons de l'ostéoporose un petit peu. Je vais aller rapidement parce qu'il faut y penser, mais ça arrive quand même un petit peu plus tard. Mais j'en parle quand même, d'ailleurs, j'en parle dans le livre parce que moi, ayant été privée d'hormones longtemps, j'ai déjà de l'ostéopénie. Donc, c'est le stade avant l'ostéoporose. Puis l'ostéoporose, on n'en parle pas souvent. On dit, oh, c'est juste des fractures, mais les fractures, c'est très incapacitant. Et puis, à partir du moment où il y a une fracture, la personne a beaucoup de difficultés à récupérer, surtout les personnes plus âgées. Ça va augmenter l'activité des ostéoclastes. Donc, les os deviennent évidemment poreux, plus de résorption osseuse. Puis ça affecte énormément la qualité de vie. Il y en a qui ne peuvent plus voyager. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre énergie, pouvoir voyager, profiter de la retraite. Il y a vraiment une perte osseuse qui s'accélère à la ménopause. Là, évidemment, l'hormonothérapie de substitution va aider tellement à préserver la masse osseuse puis ralentir la perte osseuse. On a observé dans les études aussi qu'un régime protéiné va augmenter la masse osseuse, réduire en fait, freiner la perte osseuse et de faire des exercices de résistance. C'est très important. Docteur Junot, avec qui j'ai fait plusieurs entrevues, me dit à quel point la force de préhension, là, il dit, moi, quand je donne la main à un client, là, quand je vois qu'il n'y a pas de force dans le bras, ce n'est pas bon signe pour la santé. C'est vraiment, tu as vu ça, Éric, aussi? Oui, effectivement. Écoute, il faut le rappeler, nos os sont solides parce qu'on a besoin d'os solides pour supporter la traction des muscles. Et plus vos muscles sont forts, plus les os sont solides. C'est automatique, en fait. Il n'est jamais trop tard pour développer de la masse osseuse. Hein. Un kinésiologue avec qui je fais beaucoup de choses, en fait, Jean-Christophe Poirier, qui nous a raconté qu'il y a une dame de 76 ans qui, sur une période de 2 ans, a pris 18 livres de masse musculaire. Énorme! C'est génial. Elle fait du ski alpin maintenant. Oh! 76 ans. Hey, Ouais. c'est incroyable, incroyable. Donc, puis tu sais, la motivation pour recommencer à bouger, faire des exercices, c'est pas toujours facile, mais commencez lentement. Puis là, inscrivez-vous à l'agenda parce que ça peut faire vraiment une bonne différence.
Évidemment, calcium, vitamine D, quand on parle de santé osseuse, c'est certain. Voici les besoins en calcium, 1200 mg par jour. Qu'on va puiser à travers les sources, les boissons végétales enrichies ou encore le lait. Moi, je ne suis pas contre le lait, honnêtement. C'est sûr qu'on a eu des études qui ont démontré que, en fait, c'est une étude qui a fait une association entre 4 tasses de lait par jour et une augmentation du risque de cancer de la prostate. Je n'ai rien lu sur la femme. Le lait, ça reste quand même une source de calcium facilement assimilable. C'est 9 grammes de protéines dans une tasse. Du lait d'amande, c'est 1 gramme de protéines dans une tasse. Du lait de noix d'acajou, c'est 1 gramme de protéines. Sachant qu'on a besoin de protéines, le lait et la boisson de soya, ça reste les 2 meilleurs choix pour aller chercher notre 20 grammes de protéines par repas. Fromage, les fromages, donc végétales, sont souvent à base de coco. Donc, on a souvent un apport en gras saturé qui est encore plus élevé que dans le fromage. Tout ce qui est kéfir, j'adore le kéfir si vous aimez ça parce qu'on a des probiotiques, une dizaine de souches de micro-organismes dans le kéfir. Donc, c'est vraiment très intéressant pour la santé. Il faut comprendre qu'il y a des facteurs alimentaires qui vont entraver l'absorption du calcium parce que c'est beau rencontrer ses besoins, mais combien on absorbe de calcium ou de fer à travers les aliments, c'est jamais 100%. Là. Souvent, c'est 15, 20, 30% de la teneur parce que justement, il y a des facteurs alimentaires qui vont binder, qui vont entraver l'absorption, dont l'acide oxalique qu'on trouve dans les épinards, les betteraves, le thé, et les phytates qu'on va trouver dans les céréales riches en fibres, dans les légumineuses. Donc, en somme, des aliments qui sont quand même très bons. La vitamine D va augmenter l'absorption du calcium, l'aide à se déposer dans les os aussi. Je rappelle que je conseille un supplément de vitamine D à l'année, en tout temps, parce qu'il y a de multiples bénéfices à la vitamine D. Donc, 1000 UI par jour. Il y a même des organismes de santé publique qui recommandent 2000 UI par jour. Toi, Éric, je ne sais pas combien tu recommandes en vitamine D. Santé Canada dit, un supplément entre 400 et 1000. En fait, si on pouvait, il faudrait tester tout le monde parce qu'il y a une étude récente qui montre que 25 de la population qui métabolise beaucoup trop rapidement la vitamine D, puis que ça prend des niveaux à aller jusqu'à 4000 unités par jour pour réussir à faire monter les niveaux chez ces gens-là. Fait que on va voir dans la littérature des recommandations qui vont jusqu'à 50 unités par kilogramme de poids corporel. Je vous dirais qu'il n'y a pas de danger à la vitamine D. Ça fait que techniquement, prendre 50 unités par kilogramme de poids, c'est beaucoup plus que 1000 unités par jour. Là, normalement, en le calculant, vous allez tous être des environs de 2500, 3000. Il n'y a pas de problème à faire ça en tant que tel pour s'assurer de ne pas en manquer. Puis il y a beaucoup d'éléments. Encore là, on parlait d'Alzheimer tout à l'heure, il y a une étude récente qui a montré 40 de réduction de risque chez les gens qui prenaient de la vitamine D en supplément. Wow! C'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je fais toujours mesurer ma vitamine D sérique. Faites-la mesurer, ça vous permet de voir si vous êtes un répondeur ou pas à la supplémentation. Il y en a qui prennent une grande dose de façon hebdomadaire. Selon les études, ça serait moins assimilé qu'une dose plus faible tous les jours. Mais il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on répond ou non à la supplémentation. Essayez d'avoir un bilan sanguin au-delà de 75 millimoles par litre. Et c'est vraiment à partir de là qu'on va avoir un impact bénéfique pour la santé. Il y en a plein qui sont en bas de 50. Isabelle, si tu le fais tester, justement, dans ton cas, tu en prends combien pour être capable d'être au-dessus de 75? Moi, je suis toujours en haut de 75. Je suis plus autour de 100 et je prends 1000. Ah oui? Regardons ça. Okay. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, je le fais tester avec le docteur des hôtels. J'adore ça. Moi, j'adore. J'analyse des marqueurs de tumeur, ma vitamine D, ma protéine C réactive. J'adore mes bilans sanguins. Puis là, je suis là, tous les mois ce qui se passe. Et avec 1000, moi, j'arrive vraiment à être bien au-delà de 75. En passant, on peut mentionner le docteur des hôtels fait partie des cliniques CMIE, en fait, qu'elle dirige, qui lui appartiennent en tant que tel. Oui. Si vous cherchez à rejoindre le docteur des hôtels, vous pouvez regarder sur Internet les cliniques du CMIE. M comme maman, C comme Caroline, hein? M comme maman, IE. Oui, puis elle a beaucoup d'attentes, mais elle a toute une équipe maintenant, donc toute une équipe de professionnels très, très compétents. Les sources de vitamine D alimentaires, il y en a
pas assez pour rencontrer nos besoins. C'est pour ça qu'on recommande la supplémentation parce que ce qu'il faudrait manger par jour, là, c'est comme genre 2 verres de lait, 200 grammes de poisson gras, des œufs, ça finit plus. Donc, c'est pour ça que la supplémentation, elle est requise. Le magnésium a aussi un impact sur les os. Le magnésium, j'en ai parlé de son importance, les grains entiers, le germe de blé, les noix, les graines, chocolat noir. Pardon. Vitamine K, quand j'ai fait mon bac, Guylaine Ferland étudiait beaucoup la vitamine K en lien avec la santé osseuse. On a vraiment des études intéressantes. La vitamine K, c'est beaucoup dans les légumes verts. Étant donné qu'on veut du vert, du rouge, l'orange dans son assiette, bien, c'est certain qu'on va rencontrer ses besoins si on consomme 10 fruits et légumes par jour. Vitamine C également, qui aurait un lien avec la santé osseuse. On rencontre ses besoins assez facilement en vitamine C. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, assez facile à rencontrer. Et la consommation d'isoflavones aurait un impact positif également, donc les phytoestrogènes de soya sur la santé osseuse. Ce qui nuit maintenant, trop de café. Donc, le café a un impact positif sur, entre autres, la prévention du diabète de type 2, sur le Parkinson, sur l'Alzheimer. On a des composantes intéressantes dans le café. Puis, tu n'es pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, j'ai lu des études super intéressantes. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est drôle, je peux t'avouer quelque chose, juste entre nous deux, personne ne va nous entendre. Non. Je n'ai pas parlé du café dans mon premier livre sur son impact sur la longévité parce qu'honnêtement, ça me gênait. Mais on le savait déjà à l'époque. J'ai écrit mon premier livre en 2014 et 2016. Tu l'as dit tantôt, ça prend pratiquement 2 ans d'écrire un livre. Et on savait déjà que le café avait un impact sur la longévité humaine, un impact sur l'amélioration d'un paquet de facettes, dont les maladies cardiovasculaires. En fait, la seule affaire à faire attention avec le café, c'est la gestion du stress et la pression artérielle. Si vous avez des difficultés à gérer votre stress, faites attention parce que là, ça peut nuire en fait aux bienfaits que le café pourrait vous apporter. Même chose pour la pression artérielle. Et de l'autre côté, c'est clair, ça a un paquet de bénéfices santé, en fait, le café. Vraiment. Le thé aussi, mais le café aussi. Puis on parlait toujours du thé vert, oui, il y a des catéchines, puis il y a des molécules qui sont bénéfiques pour la prévention du cancer. Mais le café, fort intéressant, puis surtout pour l'Alzheimer, caféiné. Parce qu'on étudie un café qui est décaf, ça n'a pas le même impact, puis Parkinson également. Par contre, trop de café, ça peut entraîner une fuite urinaire de calcium. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir suffisamment de calcium. Et évidemment, en ménopause, on fait de l'insomnie. C'est important de regarder sa consommation de caféine parce que la demi-vie de la caféine dans le sang varie énormément d'une personne à l'autre. Et moi, j'ai des clientes qui arrêtaient à midi. Puis avaient vraiment de la difficulté d'endormissement. Puis à partir du moment où on a mis les cafés le matin, puis qu'on arrêtait à 9 h le matin, bien, ça a facilité l'endormissement. Fait que cette personne-là avait une demi-vie de la caféine en circulation beaucoup plus longue que la majorité. Fait qu'il faut quand même s'y attarder, surtout s'il y a des problèmes de sommeil. Trop d'alcool aussi peut nuire à la santé osseuse. Et le tabagisme. Bon, l'exercice physique, c'est un must, on a parlé. On va parler de santé de la peau maintenant, puis ça fait déjà 1 heure, mais je n'ai pas fini. Vieillissement cutané, parce que la chute d'hormones va favoriser la perte de collagène, moins d'activité des fibroblastes, amincissement de la peau. Donc, tout ça, ça amène un vieillissement, l'apparition où les rides se creusent, le manque de tonus, la peau se relâche, il y a moins de gras au niveau du visage. Ça, c'est vraiment plate parce que le gras, il est tout dans le ventre. Il n'y en a plus assez dans le visage. Fait que le visage a tendance à s'affaisser, hein, moins de structure, moins de tonus. Ce qui est dans les études, encore une fois, on vient sur le régime méditerranéen. Les femmes qui adoptent ce régime-là ont moins de rides. C'est sûr que un facteur génétique également. Les polyphénols, qui sont des composantes végétales qu'on trouve dans les plantes, ont une action. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les crèmes de beauté, on va souvent avoir du resveratrol, des catéchines de thé vert, donc des molécules d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment excellent. Il y a une composante hydroxytyrosol qui a un impact
très positif sur la santé cardiovasculaire, mais sur la longévité puis sur la prévention du vieillissement. Éric a l'air d'accord, oui. Le resveratrol. Le resveratrol, c'est fascinant. Je suis allée à Harvard rencontrer un chercheur qui travaille sur le resveratrol, qui est une molécule de longévité extraordinaire. Puis on l'utilise notamment dans des soins cosmétiques parce que ça a vraiment un pouvoir super intéressant sur le vieillissement de la peau, mais autant en topique qu'ingérer du resveratrol. Puis on étudie des doses, entre autres même les fonctions cognitives. J'ai dit qu'on perd la mémoire en vieillissant, mais on étudie des doses dans des études de 75 mg 2 fois par jour de resveratrol. Ça améliorait le temps d'attention, ça améliorait la mémoire. Au niveau des études sur la peau notamment, c'est à peu près 250 mg par jour de resveratrol. C'est difficile d'aller chercher ces doses-là dans l'alimentation, mais tout ce qui est raisin, vin rouge, mais là, je ne voudrais pas prendre une bouteille de vin pour avoir votre resveratrol parce qu'il va y avoir d'autres impacts négatifs, mais le resveratrol, c'est... Je vous dirais, avec l'hydroxytyrosol puis les proanthocyanidines, qui sont d'autres molécules, c'est pas mal le top 3 là, des molécules anti-âge. C'est ça, tout ce qui est rouge, le rouge, mettez du rouge dans votre assiette. Là, on a parlé de resveratrol, mais également les petits fruits, etc. Toutes les composantes végétales qui ont une action antioxydante très bénéfique. Le cuivre aussi, au niveau de la peau, on a eu des études que le cuivre va améliorer l'apparence des rides fines, l'élasticité de la peau, parce que la peau commence à manquer, la peau devient comme raide, moins souple. Donc, le cuivre qui a une action, l'hydratation, c'est un must. On se met des crèmes hydratantes, mais on ne boit pas suffisamment. Pour avoir une peau qui est hydratée, ça, c'est la base, hydrater sa peau pour avoir une peau repulpée, si on veut, bien, il faut boire énormément, 2 à 3 litres d'eau et autres liquides. Ça peut être du thé vert, du matcha latte, du curcuma latte. Moi, j'adore ça. Sauf quand j'ai vu mon dentiste, il dit « Qu'est-ce que tu fais de nouveau? » Là, j'ai dit « Je prends du curcuma latte tous les jours. » Oh boy, ça attache les dents, mes amis. Ben oui, ça attache vraiment les dents, le curcuma. On le voit sur les doigts, mais ça attache les dents aussi. Donc, très, très bon le curcuma en passant. Hein. La curcumine a des propriétés anti-inflammatoires. Et souvent, dans le curcuma latte, c'est qu'on a aussi du gingembre et de la pipérine, du poivre noir. Donc, c'est vraiment une action très bénéfique. Perte de cheveux. 50% des femmes ont une perte de cheveux ou un amincissement des cheveux à la ménopause, surtout avec la chute d'estrogène. D'abord, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a une carence vitaminique? Parce qu'une carence en protéines ou encore en vitamines, en minéraux, ça peut vraiment provoquer une perte de cheveux. Des régimes très sévères, je me souviens d'une émission que j'ai faite avec Chantal Lacroix, justement, qui par gagne. Les gens perdaient comme 30 livres, 40 livres par mois. C'était un concours de perte de poids. Beaucoup de pertes de cheveux parce qu'il y avait d'abord une malnutrition énergétique puis une perte de poids très importante. On va le voir aussi dans des cas d'anorexie, des jeûnes totales, intégrales, dans des maladies où on a une malabsorption comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Trop de vitamines aussi peuvent provoquer une toxicité qui va provoquer une chute de cheveux. Trop de vitamine A. Donc, c'est tout ça qu'il faut étudier. Puis quand on regarde la supplémentation pour la perte de cheveux, bien oui, on parle de biotine notamment. Il y a le collagène qu'on étudie notamment pour l'élasticité de la peau. Il y a une méta-analyse sur le collagène auprès de 1100 femmes qui a démontré que la prise de 3000 mg de collagène marin bovin, là, c'était toutes sources confondues, améliorait l'élasticité de la peau, l'hydratation, diminuait l'apparence des rides de 15, c'est pas miraculeux, là. On parle selon l'élasticité ou selon ce qu'on étudie, on parle de 15 à 25 à peu près. Mais il y avait une amélioration aussi au niveau des ongles cassants.
Fait que ça peut être quelque chose à explorer, de prendre un supplément de collagène, mais dans les bonnes doses, là. Peu importe ce que vous choisissez comme supplément, regardez quelles sont les doses. Parce qu'il y a des doses qui sont efficaces, puis si on n'en prend pas assez, ou des fois on en prend trop, on le voit dans le cas de la vitamine A, c'est pas mieux. C'est sûr que si on fait de l'anémie, on va perdre plus facilement ses cheveux. C'est important de regarder son cuir chevelu. J'en parlais avec Dr. Christine Caron hier dans le cadre de la cohorte ménopause. Beaucoup de femmes vont faire de la dermatite séborique. Donc, s'il y a un petit champignon sur le cuir chevelu, de la desquamation, de l'irritation du cuir chevelu, le cuir chevelu ne peut pas respirer et ça peut provoquer ou favoriser la perte de cheveux puis l'amincissement de cheveux aussi. Fait qu'il faut d'abord regarder, analyser le cuir chevelu et voir s'il y a un problème. Y a-t-il un problème au niveau de psoriasis ou de dermatite, puis de corriger ça aussi, de corriger les déficiences nutritionnelles. Ça, c'est vraiment la première étape. On a observé aussi que les gens qui ont des faibles niveaux de vitamine D ont plus de pélades. Ça, souvent, c'est des pélades de stress aussi, des pertes de cheveux localisées comme un trou carrément dans la tête. Puis, ils ont plus aussi d'alopécie androgénique, donc un peu comme les hommes, là, une perte capillaire localisée. Carence en fer également peut provoquer une perte de cheveux. Trop de sélénium peut provoquer une perte de cheveux, fragilité des ongles. Puis, on a vu qu'une carence en zinc peut accélérer une perte de cheveux. Pour les suppléments, dans la littérature récente, ce qu'on trouve, c'est que s'il n'y a pas de carence nutritionnelle, le supplément n'aura pas d'impact significatif. S'il y a une carence, ça va avoir un impact significatif. Ce qu'on étudie actuellement pour la perte de cheveux qui semble plus efficace, la capsaïcine. Capsaïcine, extrait du piment fort. Les graines de citrouille et leurs huiles, on a eu 2-3 études qui avaient un impact. Puis le soya. C'est de données limitées. Là, j'ai lu 2 études sur la graine de citrouille, j'ai 2 études sur le piment fort, mais quand même, ce n'est pas des méta-analyses, ce n'est pas plein d'études, mais tranquillement, on commence à trouver des choses. Il y a d'ailleurs un supplément à base de piment fort qui est sorti récemment pour la perte de cheveux. Mon code promo à moi pour ce soir, c'est Vitoli 50. Vitoli 50, c'est 50 $ de rabais sur mon programme clé en main de perte de poids. Fait que ça, c'est un programme de 4 semaines qui inclut les repas du midi, du soir, les collations, des déjeuners, 30 minutes avec une nutritionniste. C'est vraiment un tout inclus. Très efficace, honnêtement. Fait que si vous dites, moi, je suis en ménopause, j'ai gagné 10 livres, c'est quand même assez efficace là, comme programme là, sur la perte de poids. C'est un clé en main. En même temps, on récupère du temps parce qu'on ne cuisine pas. Donc, on récupère du temps pour peut-être bouger, faire de l'activité physique ou s'accorder des petits moments de répit. Puis, en même temps, bien, sur ma boutique, vous trouvez aussi mes confitures aux graines de chia avec seulement 2 à 3 grammes de sucre. Donc, il n'y a aucun... J'adore ça. J'adore. En fait, je te l'ai déjà dit, Isabelle, mais j'adore ça. Honnêtement, j'aime beaucoup, en fait, les confitures. Ah, J'ai écoute. déjà acheté à mon épicerie. Ah, c'est fin parce que j'ai 2 grammes de fibres, j'ai du chia dedans, j'ai 0 sucre. Tu sais, quand on parle de 2-3 grammes, même les confitures sans sucre du commerce, ils ont tellement de jus de fruits qu'ils ont beaucoup plus de glucides que moi. Fait que 3 variétés. Pour les femmes en ménopause, mes fèves edamame comme ça sont très intéressantes aussi. Fèves edamame séchées. Puis mon chocolat noir qui est mon dada, là, 100 calories de chocolat, c'est parfait. Je l'ai mangé après-midi encore. Chaque fois que je te parle, j'ai dit je mangeais mon chocolat. Je suis fan de chocolat. Il y a du jus de sureau bio dedans. Donc, le chocolat est fait à Stoneham. Mon jus de sureau est fait à Québec aussi. Sureau qui est un petit fruit bleu avec plein d'antioxydants aussi. Je rappelle que le livre est disponible dans toutes les librairies, chez Costco également. Puis si vous faites une commande sur ma boutique isabellehuot.com pour profiter de votre code Vitoli50, bien, vous pourrez ajouter le livre en plus dans votre commande. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Facebook,
sur Instagram. C'est vraiment là où ça se passe. C'est vraiment là qu'on répond aux questions de tout le monde également. Donc, je vous invite à me suivre pour toutes vos questions. Oui! Ah, elles sont vraiment bonnes, remarquables. Merci, Marie-Michel. J'ai pris en note, Isabelle, les questions. En fait, à la première qu'on devrait commencer, parce que tu viens juste de parler de ton livre, Oui. de votre livre, en fait, mais bon, du livre qui vient de sortir. Ce que tu viens de montrer ce soir, on retrouve tout ça dans l'intérieur du livre. Tout est là. Si vous voulez un résumé de la conférence, là, mais plus que ça, parce que dans le livre, là, Docteur des hôtels, là, est solide, là. Fait que le livre, là, c'est vraiment la Bible, là. On retrouve, vous voulez la conférence, achetez le livre pour 25 ou 18 chez Costco, là. Ça vaut la peine. Génial, génial. Et on a eu plusieurs questions, là, parce qu'il y a des gens qui ont manqué le début. Là. Si vous avez manqué le début, le lien, vous voulez les liens d'enregistrement, ils vont être sur les plateformes, autant sur le site, en fait, d'Isabelle que sur la plateforme Idonne Technologies. Vous pouvez tout simplement répondre au courriel de ce soir aussi, puis je vais vous envoyer les liens, tout simplement. On a eu plein de questions, bien sûr. En fait, on peut peut-être, écoute, on va y aller un peu disparate parce qu'il y en a vraiment sur toutes sortes de sujets. Oui. La vitamine D en supplément, est-ce que tu la prends l'été aussi? Moi, je la prends l'été aussi. D'abord, parce qu'on sait les méfaits du soleil sur la peau, sur le vieillissement. Le facteur numéro 1 qui contribue au vieillissement, c'est l'exposition au soleil. Donc, on doit absolument se protéger du soleil. Est-ce que vous passez au moins 15 minutes par jour? C'est sûr que si on vit en Floride, il y en a qui nous écrivent de Caroline du Sud. Là. C'est sûr que si on vit là-bas, on s'expose beaucoup plus. Mais moi, je conseille de la prendre à 1000. Comme tu dis, on peut aller jusqu'à 4000. Fait que peut-être même plus. Là. 4000, c'est la part maximale tolérable de Santé Canada. Moi, je ne vois pas un problème de continuer sa vitamine D à l'année parce qu'il y a des journées qui pleut, puis il y a des journées qu'on ne sort pas. Puis, c'est sûr que si vous êtes retraité puis vous jouez au golf toute la journée, c'est différent. On peut rappeler qu'une journée très exposée, en fait, très exposée au soleil en plein milieu de l'été. Parce qu'au Québec, il faut savoir qu'on a 2 mois de l'été où on va vraiment produire beaucoup de vitamine D. C'est juste les 2 mois les plus chauds. Le reste de la période estivale, on en produit très peu, même si on est complètement exposé. Les 2 mois très exposés, en fait, si on est très exposé au soleil, les 2 mois, ce qu'on a le plus de soleil, on va produire 20 000 unités en 20 minutes. Fait que pour cela, il faut que la peau vienne un peu rose. En fait, c'est un élément qui vous démontre que vous allez en avoir produit, c'est le changement de couleur de la peau, entre autres. S'il n'y a pas de changement de couleur, vous êtes pas assez exposé pour en avoir. Fait que, techniquement, en fait, en passant, biologiquement parlant, on aurait tous la peau foncée si la vitamine D n'était pas si importante que ça pour la santé humaine. La raison pour laquelle on est pâle en Amérique du Nord ou dans le Nord, dans tous les hémisphères nord, c'est pour la production de la vitamine D. Mais bon, ceci dit, on a quelqu'un qui demandait, Isabelle, si la farine d'amande, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as parlé des bienfaits pour la santé en tant que des noix. Est-ce que la farine d'amande, c'est quelque chose? Très intéressant. Oh oui, la farine d'amande, c'est très intéressant, mais ce n'est pas panifiable tout seul. Donc, il faut mélanger avec d'autres types de farine. Mais la farine d'amande, selon la recette, là, j'aime beaucoup la valeur nutritive. Les amandes, on a du calcium, on a des fibres. J'aime bien. Les amandes, c'est sûr que maintenant, c'est plus les environnementalistes qui vont dire, bon, c'est beaucoup de production d'eau en Californie pour les amandes. Donc, maintenant, la tendance, les amandes d'Espagne qui demandent moins d'eau dans leur production. Ah, intéressant. En passant, les noix, quand tu as parlé des noix, là, il y a des études épidémiologiques qui ont montré une augmentation de 5 ans de l'espérance de vie chez les mangeurs de noix, tout type de maladies confondues. C'est épatant. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment. Ouais, c'est épatant. Isabelle, un livre de recettes qui contiendrait des recettes qui respectent la diète méditerranéenne. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai un supplément que j'ai fait sur le régime méditerranéen dans le hors-série La Semaine qui est en vente à 7 $ pour les gens intéressés. C'est sur le site jemagazine.ca. Sinon, un livre de recettes, je pense à mes collègues Marie Charon de Nutri5 qui a fait un livre sur comment appliquer le régime méditerranéen. Je pense que c'est chez Modus Vivendi comme éditeur.
Un livre de recettes avec des menus et des recettes pour mettre en pratique le régime méditerranéen. Puis il y a Nathalie Verret, également nutritionniste, qui a fait un livre sur le sujet. Ah, c'est bon. Et on a eu plusieurs questions sur les graines de lin et de chia. J'imagine que on est mieux de les moudre, hein? Oui, bien surtout le lin. Parce que sinon, c'est plus un effet un peu laxatif. Donc, pour les phytoestrogènes, pour mieux les absorber, pour les oméga-3 également, les moudre. Moi, je les garde congelés déjà moulus, donc parce que la conservation, ça va s'oxyder rapidement. Sinon, absolument les garder au frigo. Mais au frigo, gardez pas ça pendant 6 mois non plus, ça va quand même s'oxyder. Donc, gardez une petite quantité au frigo pour votre semaine. Le reste congelé, vous pouvez moudre de la graine de lin non moulue, va se conserver un petit peu plus longtemps quand même. Pour éviter l'oxydation. On a eu beaucoup de questions sur la gestion des hormones, les hormones bioidentiques. Écoutez, ce soir, on n'est pas vraiment là pour répondre à ça. En fait, ça prend un médecin à répondre à ça. Oui. Le 6 avril, retenez le 6 avril, la conférence du 6 avril, on va avoir Véronique Bourbeau avec nous, avec Docteur des Hôtels. Ça va être le moment, en fait, de lui poser ce genre de questions-là. Sinon, il faut toujours répondre au courriel de ce soir de confirmation aussi, puis me poser directement vos questions. Là, je vais voir, en fait, pour y répondre. On avait aussi, on avait un commentaire de quelqu'un sur le fait qu'on avait des chirurgiennes cardiaques, en fait, qui auraient été défavorables à l'usage des hormones. Il faut savoir une chose, hein, c'est qu'il faut être sûr de qu'est-ce qu'on parle au juste. Est-ce qu'elle parlait d'hormones bioidentiques ou est-ce qu'elle parlait d'hormones tout court? C'est deux choses extrêmement différentes. Oui. C'est possible, en fait, qu'elle parlait tout simplement d'hormones et non pas d'hormones bioidentiques. Il y a peu de médecins encore formés sur les hormones bioidentiques. C'est un bon point parce que la fameuse étude, le Women Health Study en 2002, qui a démontré une hausse du risque cardiovasculaire, mais qui avait quand même une diminution du risque de cancer du côlon, d'ostéoporose avec l'hormonothérapie, ce n'était pas des hormones bioidentiques. Donc là, les médecins ont eu peur, ont cessé de prescrire des hormones. Il y a une diminution de la consommation d'hormones de 45 %. Les femmes, la qualité de vie a été affectée. Puis par la suite, bien, on a réanalysé les données, puis c'était beaucoup moins pire qu'on l'avait dit, mais pas juste ça. Les hormones bioidentiques sont totalement différentes des hormones synthétiques qu'on avait étudiées à cette époque-là. Donc, effectivement, ce que tu parles, c'était une émission à 2 filles le matin, je pense, où il y avait une chirurgienne qui a mentionné ça la semaine dernière. C'est possible. En fait, on a quelqu'un aussi qui a passé un commentaire disant que Dr. Béliveau a mentionné à la radio, en fait, lors d'une entrevue, que le lait de soya n'était pas bon pour la santé. Oui, bien dans l'étude, en fait, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une source si intéressante de phytoestrogènes. Je vous l'ai dit, c'est 6 mg. Ça prend 20 à 80 mg d'isoflavone de soya. Là. Vous prenez 4 verres de lait de soya pour aller chercher ça. Ce n'est pas une source importante et c'est plus transformé que le lait, dans le sens où, regardez les ingrédients, soya, huile de tournesol, sucre de canne, des fois, tu as des gommes de goitre, des agents texturants. Oui, avec des polysorbates, en fait. Polysorbate, c'est vraiment pas bon. Ça affecte le microbiote. Il n'y en a pas dans le lait de soya, je ne pense pas. C'est surtout dans les crèmes glacées, les vinaigrettes. Mais dans le sens où c'est plus transformé. Fait qu'entre le lait, boisson de soya, même boisson d'amande, c'est toujours mettre de l'huile, mettre du sucre. C'est sûr que le lait, c'est du lactose. Puis là, c'est du sucre de canne. Un lactose, c'est un disaccharide. Mais bref, tu sais, l'aliment fait de la fève de soya originale reste un meilleur choix. Ceci dit, il y a plein d'études qui sont faites avec des boissons de soya qui sont quand même bénéfiques, là. Et on avait une question sur qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on mange trop tard? Parce que tu as parlé de grignoter dans la soirée, en fait, mais on n'a pas dit qu'est-ce que ça fait. C'est intéressant. Oui. Bien, manger trop tard, c'est sûr que ça va perturber le sommeil, mais aussi dans un contexte, on a vu l'amélioration d'avoir un jeûne prolongé. Sur la santé métabolique, notamment la gestion de la glycémie. C'est sûr que manger le soir, je ne le conseille pas. C'est souvent en plus des calories superflues, il n'y a pas de faim réelle. C'est souvent des aliments qu'on grignote qui ne sont pas des... C'est rare que ça va être des carottes là, qu'on grignote en soirée. Mais
quand j'ai interrogé, je t'en ai parlé déjà, Dr Junot, sur le jeûne intermittent, il disait que même on devrait déjeuner, dîner et ne pas souper, qu'il y aurait un impact encore plus bénéfique sur le profil métabolique, mais que dans le contexte d'une vie sociale qu'on veut manger en famille, ça se prêtait moins. Mais il y aurait vraiment un bénéfice à arrêter de manger plus tôt pour la santé, puis surtout pour l'inflammation, parce que l'inflammation, Docteur Deshôtels parlait de neuroinflammation. L'inflammation est à la base de plusieurs maladies, tant au niveau psychologique, la dépression, il y a de l'inflammation également. Donc, on aurait moins d'inflammation en arrêtant en ayant un jeûne qui est prolongé. Oui, c'est intéressant. En fait, il y avait justement une question, parce que tu as répondu à une autre question. Est-ce qu'il y avait une question sur l'idée du jeûne intermittent en sautant le souper au lieu de sauter le déjeuner? En passant, c'est une question de chronobiologie. C'est que notre métabolisme varie au courant de la journée. Il n'est pas égal tout le temps. Puis le soir, notre métabolisme du soir est mal adapté à des repas riches en glucides. Fait que le spaghetti du soir, c'est épouvantable. C'est la pire des choses qu'on peut faire. Puis techniquement, on devrait éloigner le repas du souper le plus possible de l'heure du coucher. Minimum 4 heures. C'est sûr qu'à minimum 4 heures, déjà, il y a beaucoup de gens, si vous vous couchez à 10 heures le soir, ça veut dire de rien manger de 6 heures à 10 heures. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont souper trop tard, malheureusement. Vraiment. D'un, vous pouvez déjà essayer de souper le plus tôt possible. Ça va déjà être meilleur pour votre santé, tout simplement. C'est assez simple aussi, ça. Oui, absolument, mais dur à mettre dans le contexte de travail. On arrive à la maison, on va faire le souper. Hey, manger avant 6 heures, là. Mes grands-parents faisaient ça. C'est pas facile. Non, effectivement, je sais. Ça m'arrive moi-même à la maison des fois quand des fois, on va être obligé de manger genre à 20 heures. Hein. Exact. Quand on peut essayer le plus possible d'avoir la période la plus longue possible, c'est meilleur pour la santé, effectivement. Le natto, as-tu parlé du contenu en vitamine K? Parce que tu as parlé de la vitamine K tantôt. Oui, mais le natto, c'était vraiment pour le contenu en isoflavones de soya. C'est la source la plus concentrée. Vitamine K, c'est essentiellement les légumes verts feuillus. Ah, OK, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question qui disait qu'elle croyait qu'il y avait de la vitamine K aussi dans le natto. Ah. En fait, c'est que la vitamine, il y a 2 types de vitamine K. Il y a K1 et K2. La K2 stimule la différenciation des ostéoblastes, des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Et c'est nos bactéries de l'intestin qui modifient la vitamine K en vitamine K2. On ne la trouve pas dans l'alimentation en tant que telle, techniquement. Fait que c'est des produits de fermentation, on en trouve parce qu'il y a des bactéries qui vont le transformer. Fait que je ne sais pas dans le natto spécifiquement s'il y en a, mais bon. Je ne sais pas. On a Marie qui dit « Bien vieillir est un supplément extraordinaire. J'ai vu mon inflammation descendre. » Oui, bien vieillir qui contient à la fois le resveratrol et l'hydroxytyrosol que tu as mentionné tout à l'heure. J'en ai acheté il y a 2 semaines sur ton site. Ah, merci, c'est gentil. En fait, on a justement les formats, je pense qu'on n'en a plus, qu'on en a manqué, mais on avait des formats de 60 aussi dans le bien vieillir. Oui. Il y avait une question par rapport à le lien du risque des protéines de soya ou en fait de la consommation de soya, ce n'est pas les protéines, mais en fait, c'est les isoflavones, et le cancer du sein. Tu ne l'as pas mentionné, tu n'en as pas parlé, je crois. Hein? Oui, la littérature a vraiment changé. D'ailleurs, si vous allez sur le site Société canadienne du cancer, vous allez voir que jusqu'à 3 portions de soya par jour, ce n'est pas contre-indiqué. D'ailleurs, dans les études épidémiologiques, on voit que les femmes qui ont un cancer du sein, qui consomment davantage de soya, réduisent le risque de récidive de 25 à 50 %. Donc, la Société canadienne a changé. Vraiment. Avant, on disait éviter le soya, mais au contraire, maintenant, d'intégrer le soya, ça peut être très bénéfique parce qu'il faut comprendre que le soya a une action estrogénique, mais aussi anti-estrogénique. En se liant sur les récepteurs estrogéniques, quand on a trop d'estrogènes en circulation, ils sont anti-estrogéniques, ce qui est très favorable pour la prévention du cancer. Quand on n'a pas assez, c'est estrogénique, ça pallie au manque. Donc, c'est vraiment adaptogène, c'est excellent le soya, même si on est sur le tamoxifène, même si on a eu un cancer du sein. Oui, en fait, ça, il y a un article de Dr Béliveau. Vous pouvez taper Béliveau et soya, vous allez trouver un article de 2017 dans le Journal de Montréal qui parle en fait de ça. Et la raison, en fait, on peut même vous le dire, ça fait déjà une trentaine d'années qu'on suspectait que le soya avait un effet protecteur sur le cancer du sein. Pourquoi, en fait, on disait pas bonne affaire? C'est parce que techniquement, il se lie aux récepteurs, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y a 2 types de récepteurs, puis il va compétitionner pour le récepteur, exactement comme le tamoxifène que tu as mentionné. C'est le même mécanisme d'action
que le médicament qui est utilisé pour réduire l'impact des hormones sur les cancers hormonodépendants. Fait que ça a un effet protecteur au bout de la ligne. Malheureusement, ce n'était pas la bonne recommandation qu'on a faite pendant 30 ans. Et il y avait un doute donc sur les femmes asiatiques, mais c'était réellement un effet protecteur. Il y a une question sur les canneberges séchées sucrées. Est-ce un bon choix? Bien, dans la canneberge, on a des pro-anthocyanidines. Oui, il y a un impact également sur les infections urinaires qui, en passant, sont beaucoup plus fréquentes chez la femme en ménopause, plus d'infections urinaires. Mais sucré, bon, il y en a sucré au jus. C'est quand même moins pire, mais c'est quand même riche en sucre, hein, les canneberges. J'aime mieux les fruits frais. OK pour une cuillère à soupe de canneberge. Mais c'est sûr que par rapport à un bol de fraises ou de bleuets, ça reste beaucoup plus concentré en sucre comme tous les fruits séchés. Mais moi, quand j'ai une petite rage de sucre, je prends des fruits séchés, des dattes, des canneberges. J'aime mieux ça que manger un gâteau avec plein de sucre puis plein d'additifs. Voilà, on a une question. La caméline, ça doit être pour l'huile de caméline, j'imagine. Oui, il y a les graines de caméline également. On a beaucoup d'oméga 3, l'huile de caméline. On peut chauffer à très haute température, ce qui est un atout pour la cuisson. C'est un goût herbacé de noisette, fait qu'il faut voir, c'est pas tout le monde qui aime ce goût-là un petit peu plus intense. La graine de caméline torréfiée est super intéressante aussi pour les protéines, les fibres oméga 3, mais à ma connaissance, du moins, je n'ai pas lu d'article sur un contenu en phytoestrogène dans la graine de caméline. Ah, OK, c'est intéressant. Là, je suis en train de regarder rapidement les questions spécifiquement sur les hormones en passant. Gardez-les pour la conférence du 6. Oui, parce que vous comprenez, je ne suis pas médecin, moi, je ne peux pas répondre. J'en ai plein dans le corps de ménopause, là, comment ajuster mes hormones, si je dois-tu faire une mammo avant de prendre des hormones. Je comprends toutes vos questions, mais c'est vraiment pour un médecin. Là. Même légalement, on n'aurait pas le droit, nous, de répondre à ce type de questions-là. Oui, on a quelqu'un qui demandait aussi, j'ai mentionné au début de la conférence qu'on avait la page Facebook Conférence Vitoli, comme pour les conférences de ce soir, parce que c'est plus facile de les retrouver. Là. Elle est déjà en fonction, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé. Là. La noix du Brésil, Isabelle, tu n'as pas parlé, je pense, de la noix du Brésil. Oui. Bien, la noix du Brésil, on a beaucoup de sélénium. Le sélénium a un pouvoir antioxydant également. Donc, intéressant, ça prend 2 noix du Brésil par jour seulement pour rencontrer la totalité de ses besoins en sélénium pour la journée. Oui, puis bon, il faut rappeler que le sélénium, on n'a quand même pas beaucoup de sources de sélénium dans l'alimentation parce que nos sols sont relativement faibles en sélénium. Il y a beaucoup de gens qui sont carencés. Puis c'est extrêmement bon, entre autres, pour le système immunitaire ou entre autres la réduction des risques d'inflammation de la prostate, de problèmes de la prostate, entre autres chez l'homme. Quelle quantité de graines de lin moulues faut-il pour avoir la bonne dose de phytoestrogène par jour? Est-ce que tu as une idée de ça? Moi, je dirais un minimum une cuillère à soupe plus un 3/4 de tasse de fèves de soya par jour à peu près là, pour aller chercher l'idéal là, en termes de phytoestrogène. L'important pour les symptômes, c'est de tenir un journal alimentaire des symptômes. Il y a plein d'applications aussi qu'on peut télécharger qui permettent de regarder l'intensité. Parce que quand on fait des modifications, il faut évaluer l'impact des modifications. Puis c'est trop facile d'avoir un effet placebo, de dire « Ah, il me semble que j'en ai moins. » Bien là, il faut le noter. Prenez l'application ou faites un journal. Combien de bouffées de chaleur vous avez par jour? Combien de nuits vous réveillez des sueurs nocturnes? Très important. Là, vous faites une modification alimentaire et quel est l'impact? Est-ce que ça a diminué de 30 de 40 Est-ce qu'il n'y a pas assez d'impact? Parce qu'à partir d'un moment où ça prend des doses plus concentrées, tu sais, j'ai des suppléments derrière avec vraiment les bonnes doses, la bonne concentration, celle qu'on recherche, du moins dans les études. Fait que ça peut être un supplément d'thé à grappe noire, d'isoflavone de soya. L'alimentation d'abord, après la supplémentation, parce qu'il y a des femmes qui choisissent de ne pas prendre d'hormonothérapie ou qui ont réellement, parfois, c'est rare, mais des contre-indications. Donc, à ce moment-là, il faut miser sur les habitudes de vie et la supplémentation. Oui, tiens, je vais mettre le lien justement pour Vitoli Ménopause. Là. Oui. Effectivement, ça fonctionne très bien. C'est fort, fort intéressant.
Ce que tu as mentionné au niveau des bouffées, parce que c'est beaucoup les bouffées de chaleur qui sont incommodantes, tu as mentionné que c'était vasomoteur. Juste une petite image, en fait, pour vous faire comprendre un truc. Un vasomoteur, c'est parce que les vaisseaux sanguins vont se détendre, en fait, si vous voulez, c'est ce qui va causer les bouffées de chaleur. Plus vos vaisseaux sanguins sont en forme et en santé, moins vous allez avoir de bouffées de chaleur. Et quand tu as mentionné l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, là, je les sais par cœur parce que dans ton programme, c'est moi qui en parle. Et Oui. on parle de 50 d'augmentation des risques de crise cardiaque chez les femmes chez qui les bouffées de chaleur apparaissent à 20-40 ans. Et peu importe l'âge, l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires puis d'AVC, pas juste la crise cardiaque, mais l'AVC aussi, est directement proportionnelle à l'intensité et à la durée, à l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur. Fait que plus vous en avez, plus vous êtes à risque. Maintenant, c'est l'activité physique intense qui améliore la santé des vaisseaux sanguins va aussi améliorer justement la réduction, accélérer la réduction de l'intensité puis de la fréquence. Quand tu disais de les prendre en note, là, si vous essayez de faire de l'activité physique, puis quand je parle d'activité physique intense, maintenant, on sait que le niveau d'intensité est beaucoup plus important que la durée. Fait qu'il y a même une étude qui vient juste de démontrer que 6 minutes d'activité physique intense ont un effet protecteur sur le développement la réduction des risques de la maladie d'Alzheimer. On a parlé beaucoup d'Alzheimer. Moi, c'est un sujet que je connais beaucoup. Et c'est la même chose pour les femmes en ménopause, en fait, l'activité physique. De quoi je parle, là? Entre autres, comme par exemple, pour vous donner une idée, courir 3 fois 30 secondes à la limite de ce que vous êtes capable de courir. 3 fois 30 secondes, donc quand on se repose entre chacune des fois, ça aura un impact bénéfique équivalent à fait 45 minutes d'activité physique. Wow! C'est énorme. Ça, là, c'est énorme parce que tout le monde dit je manque de temps, je manque de temps. Regarde, on est tous capables de faire ça. On est tous capables de faire ça. Puis ce qui est le fun, c'est que si vous courez à la limite de votre capacité, la limite va s'éloigner tranquillement. Vous allez constamment vous améliorer. Ça fait que là, vous n'avez pas besoin de courir longtemps. Ça fait que si vous sortez marcher, là, pensez tout simplement à vous garder une petite période de temps durant laquelle vous allez courir un petit bout de temps à forte intensité, à la limite de ce que vous êtes capable de faire. Faites attention pour ne pas vous faire mal, bien sûr, là. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bon pour vous autres. J'adore ça. On a une question. Tu n'as pas parlé des risques d'OGM avec le soya, hein? Oui, quand on achète un produit biologique, c'est nécessairement sans OGM. Vous allez voir dans le soya, de plus en plus, c'est dans le guide, c'est vraiment dans la législation de l'appellation biologique. Il n'y a pas d'OGM. C'est la seule façon parce qu'on sait que l'étiquetage n'est pas obligatoire ici. Beaucoup vont mettre le sans OGM. Aux États-Unis, on va avoir sans OGM, Verify. On ne l'a pas ici, la réglementation. Il y a beaucoup d'organismes des groupes de gens qui veulent absolument qu'on mette l'affichage obligatoire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait que la seule façon de le savoir, c'est vraiment d'acheter biologique, là. On a eu aussi des commentaires sur le sel versus la santé, parce que tu as parlé de réduire le sel. D'un autre côté, en fait, on a des gens actuellement qui parlent du fait qu'on peut manquer de sel ou qu'on doit en ajouter. Oui. Bien, nos besoins sont 1500 mg par jour. En moyenne, on en consomme 3200. Plus chez les hommes en consomment plus, les femmes aussi, les jeunes en consomment plus. C'est sûr qu'on a besoin de sodium. Hein? Sodium, c'est la base, on a besoin de 1500. Mais qu'on en manque, quand toutes les études populationnelles montrent qu'on en mange trop, c'est clairement relié aux AVC et à l'hypertension. Je pense que je sais de quoi la personne devait. Le jeûne. Quand on fait le jeûne, on recommande d'ajouter en fait un quart à une demi-cuillère à thé de sel dans l'eau qui va être consommée sur une période d'une journée parce qu'on élimine de l'eau avec du sel, puis on n'en prend pas parce qu'on ne mange pas. Ah, OK. Mais bon, techniquement, tu l'as mentionné, c'est parce qu'en Amérique du Nord aussi, on mange trop salé parce qu'on mange trop d'aliments hyper transformés et puis de néfastes food. Donc, il y en a beaucoup qui viennent de là, en fait, du sel. Là, on avait une question sur le sel iodé. Oui, non, ça, ils sont tous iodés de toute façon. Sauf la fleur de sel, le sel de l'Himalaya. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est obligatoire, le sel, d'être iodé pour prévenir le goitre, entre autres, mais les sels raffinés maintenant qu'on trouve partout, bien raffinés, je veux dire gastronomiques, ceux-là ne sont pas iodés. On a
Une question, est-il vrai qu'avec la ménopause, il vaut mieux manger les fruits en après-midi pour diminuer l'insuline? Je n'ai pas lu là-dessus. Au lieu du matin, moi, je conseille plus de légumes que de fruits, mais je conseille quand même 2 à 3 fruits par jour, justement, pour surtout les petits fruits. Hein. Mais de les prendre l'après-midi au lieu du matin, je n'ai Pour pas lu l'apport là-dessus. en polyphénol. En fait, Oui, tantôt j'ai parlé de chronobiologie. Notre oui, c'est capacité ça. à digérer les glucides est plus élevée le matin qu'en fin de journée. Hmm. Mais bon, est-ce que ça peut avoir un impact, une petite quantité de fruits? Je ne suis pas sûr de ça, non? Ouais. Hmm. On avait une question sur c'est quelqu'un qui disait qu'il avait beaucoup de difficultés avec le jeûne intermittent à sauter le déjeuner. En fait, bon, tantôt, tu as mentionné que Martin Junot nous disait qu'on pourrait tout simplement sauter le souper, puis ceux-là qui sont capables de le Oui, faire, ça serait peut-être encore mieux. oui, De l'autre côté, moi, je vous dirais que vous pouvez y aller graduellement, très graduellement. Ça fait que vous avez juste à commencer par l'éloigner, tout simplement, de l'heure à laquelle vous levez. Puis oui. vous allez vous rendre compte que vous allez être capable de l'éloigner de plus en plus, manger juste une petite collation santé, puis amener à aller jusqu'au dîner. Donc, il suffit d'y aller très, très progressivement, tout Hmm. simplement. Mhm. Hmm. C'est la meilleure Absolument. façon. Il y avait une autre question sur le collagène. Il y en avait une sur le collagène marin versus le collagène bovin. Oui. As-tu une opinion là-dessus? Dans la méta-analyse, là, écoute, parce que le problème avec les études sur le collagène sont toutes financées par l'industrie. Donc, je n'ai pas trouvé d'études indépendantes sur le collagène. Dans les méta-analyses, le marin est mêlé avec le bovin. Fait que c'est vraiment difficile de partager l'efficacité supérieure du marin ou du bovin. Donc, je n'ai pas réussi à trouver si un était plus efficace que l'autre. Oui, oui. Puis tu as parlé quand même aussi de bénéfices qui sont quand même légers. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose là Oui, de. on parle de 15 à 25 à peu près. Mais je vais te dire, pour une femme, si tu dis que tu as 25 moins de rides, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui, c'est intéressant. Écoute, on a pas mal fait le tour, en fait, Mhm. déjà des questions qui n'étaient pas des questions. Je vous le répète, pour les questions d'ordre un peu plus personnel, là, écrivez Mm. tout simplement au courriel de confirmation. Répondez au courriel de confirmation, même chose pour le lien, là. Et on va regarder tout simplement pour vous répondre. Puis il va y avoir la conférence du 6 avril, bien sûr, dans laquelle on va parler plus en détail des hormones en particulier, là, où vous pourrez aussi poser vos questions sur tout ce qui entoure l'usage, la Oui. prescription en tant que telle d'hormones bioidentiques. Oui, absolument. Merci tout le monde. Je vois tous vos beaux commentaires. Diane, Ginette, Marie-Michel, Élise. C'est magnifique. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite, je rappelle Vitali 50, code promo pour mon programme de perte de poids sur isabellehuot.com. Suivez-moi comme Éric, je réponds à tout le monde sur Facebook essentiellement, sur Instagram également. Et puis, le thé blanc est excellent aussi. Oui, tout l'été, c'est vraiment, vraiment excellent. Et puis, ben, au plaisir, hein, c'est toujours un grand bonheur. Moi, tu arrives dans ma cohorte dans 2 semaines, tout le monde a super hâte. Oui, oui, on fait un live ensemble justement pour ta cohorte Et, dans 2 semaines. Oui, ça va être très, 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 très. J'ai très hâte, moi aussi, en fait, mais ça va être très, très intéressant. Et là, tu as même dit, est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir un autre cohorte en septembre ou ben oui, c'est sûr, c'est un succès phénoménal. Ah, C'est fantastique, ça, c'est c'est génial. sûr. On fait trop de bien aux femmes. Les commentaires qu'on a, c'est incroyable. Puis, tu sais, je suis allée chercher les meilleurs experts dans leur domaine. Donc, on couvre vraiment tout, la santé psychologique, physique, le vieillissement. Les femmes capotent. Fait qu'on vous tient au courant du prochain programme, mais assurément, on voulait lancer ça sans doute le 1er septembre. Là. Oui, puis parlant de SOS Ménopause, je vais avoir ta collègue aussi, en fait, avec moi, Chantal Lacroix, le 23 mars. En passant pour les Oh! conférences Vitali, je vais cuisiner doucement Chantal pour en faire ressortir toute la saveur et les valeurs. Ça va être intéressant. Oh! Ah, vous allez voir, elle est tellement sympathique. Fait qu'elle n'a pas manqué. Mais merci beaucoup, Isabelle. Tu as été très, très généreuse de ton temps. Merci beaucoup. Toujours Comme un bonheur. d'habitude, c'est un grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de Merci soirée, tout tout le le monde. monde. Bye Bye! bye.